hello la team, comment ça va Capette? Ça va super et toi, on va pouvoir parler d'IA. Putain, je suis trop chaud pour cette émission. Comment tu vas, Léo? Écoute, ça va, un peu fatigué, mais tout roule. Pas mal de taf, pas mal de choses, puis un marché qui, comment dire, pas très attirant, on va pas se mentir. Ouais, En stagnant. ce moment, il se passe pas grand-chose. Enfin, on a eu des TGE, on a eu les perpdex, on a vu pas mal de choses qui ont bougé dernièrement, mais j'ai un peu l'impression que là, pour l'instant, pour la rentrée, c'est un peu le calme plat. C'est le calme, ouais. Et tu vois, j'en parlais avec Pacher, j'étais au téléphone avant avec lui et tout. Et du coup, la question qui se pose, c'est bon, qu'on monte ou qu'on baisse, peu importe, ok. Enfin, on est quand même bullish sur ce marché horizon long terme. Mais qu'est-ce qu'on achète? Ouais, et Qu'est-ce qu'on bah on achète? va en parler. On va en parler. Alors, ce qu'on achète, on va parler d'actions. On va parler de crypto. Moi, j'ai beaucoup envie de parler de crypto et d'IA sans rentrer dans des what if qui servent à rien en fait. On va essayer de parler un peu plus de concret. Tu J'ai fait sais que vibe que, coder cette semaine d'ailleurs. ouais, Enfin, moi, j'ai codé pas mal de trucs et tout. Ça marche plutôt bien. Donc, ouais. on va en parler aussi. Moi aussi, je me suis fait la main sur Claude Code, du coup. J'ai un peu abandonné Google Anti-Gravity pour le duo Visual Studio Code plus Claude Code. Parce que je ne suis pas passé sur Cursor, je n'ai pas testé Cursor. Mais ouais, j'ai passé beaucoup de temps sur l'IA dans ma compréhension de tout l'écosystème autour de l'intelligence artificielle et le lien avec les cryptos, bien entendu. Et en fait, j'avais un grand scepticisme par rapport au narratif IA crypto, mais je commence à avoir des choses qui me plaisent beaucoup. Alors attention, je ne parle pas nécessairement à court terme de token, à part BitTensor, puisque BitTensor, en fait, arrive à être un petit peu le point central de tout ça, comme à chaque fois avec ses subnets. Par contre, pour ce qui est ce qu'on va appeler de l'IA décentralisée, il y a énormément de progrès. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a encore pas si longtemps, tu sais, tu avais ChatGPT versus le reste. Puis tu as DeepSeek qui est arrivé, qui a montré... t'as DeepSeek qui est arrivé, qui a montré qu'en fait, on était capable, avec de l'open source, de faire quelque chose de vraiment quali. Et en fait, depuis quelques mois, l'IA open source a vraiment monté grave. Déjà, si tu prends GPT OSS, qui tourne sur une simple carte graphique, c'est un très bon modèle. Et tu commences à avoir des modèles chinois qui sont plus gourmands, donc que tu vas pas faire tourner sur une simple carte graphique, hein, il faut quand même quelques cartes graphiques, qui sont extrêmement bons. Et du coup, j'ai fait la connaissance d'un projet qui s'appelle Gradient, qui est en fait une entreprise spécialisée on va appeler ça de l'IA décentralisée. Donc eux, leur but, c'est de mettre en place tout un écosystème logiciel pour pouvoir proposer de l'IA décentralisée. C'est-à-dire que, tu sais, en intelligence artificielle, d'abord, tu as une étape de création de modèle, c'est-à-dire d'entraînement d'un modèle, où tu as un grand parc informatique avec une grosse quantité de données, mais tout ce parc, il est centralisé. Parce qu'en général, si tu décentralises ton parc, tu as tellement de latence, tellement de problèmes que ça vaut pas le coup de décentraliser ton parc. Et en fait, là, tu as des projets plus ou moins liés au Web3 qui sont en train de développer des technos où, je te donne un exemple, imaginons, Léo, tu te fais un kiff et tu te dis, vas-y, j'achète pour 200 000 $ de carte graphique. Donc, tu peux faire tourner certains très bons modèles. Mais tu as des modèles qui sont très complexes, qui ont beaucoup plus de paramètres et tu as besoin de beaucoup plus de cartes graphiques. Et bah avec des solutions comme Parallax, en fait, tu peux créer un nœud, on va dire, hot, avec ton parc de cartes graphiques, dire à quelqu'un d'autre qui a un autre parc de cartes graphiques, bah viens te brancher à mon nœud hot, rajoute ta puissance de calcul et on va faire tourner un modèle ensemble, sans perdre trop de performance. Et donc du coup, ça fait que grâce à ces travaux-là, on va commencer à voir en fait de la décentralisation, soit d'entraînement de l'IA, soit post-entraînement IA, soit exécution IA. Et du coup, là pour le moment, c'est quand même bien en retrait par rapport à de l'IA centralisée, on va dire, ce qu'on appelle frontière. Par contre, ça évolue tellement vite que je pense que là, je dirais entre 6 et 18 mois, on va commencer à avoir des excellents résultats et ça va peut-être énormément profiter à l'écosystème avec en premier lieu du coup BitTensor et tout ce qui gravite autour de BitTensor. Et ça, c'est ce que je pense de manière non naïve avec ce que je vois actuellement. Et on rentrera plus dans le détail pendant cette émission. Ok, intéressant. Bah, j'avoue que tout ce qui était crypto IA et tout, moi j'avoue que jusqu'à maintenant, plus d'un point de vue spéculateur, j'ai envie de dire, globalement, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas retrouvé de hype. Ouais. Là, Bah, là, on a eu l'épisode AI16Z virtual et voilà quoi. ouais. Ça Je fait peux un vous an. montrer mon écran, mais tu Ça vois, fait un an. typiquement,
Euh, Typiquement, BitTensor, ça fait un an et demi que ça range. Et pour l'instant, je suis pas hyper attiré par le fait, tu vois, d'acheter 4000 fois ce niveau de support, on va dire. Enfin, quand je dis ce gros niveau de support, disons entre 210 et 270, c'est là à chaque fois où on a trouvé une zone intéressante pour rebondir. C'était aussi 71-78% de retracement de toute la hausse qu'on avait vue jusque ici. En fait, je pense que le problème aussi avec BitTensor, qui a eu un peu plus à court moyen terme, c'est que ils ont les tokenomics plus ou moins de Bitcoin en termes de BTC, support. ouais, ils ont quelques Mais similarités. du coup, le truc, c'est qu'au tout début de Bitcoin, c'était des énormes émissions, tu vois. Donc, j'ai un peu l'impression que le token est en train de tank ça, de tank les émissions, parce que, alors, je vais peut-être regarder le market cap, mais tu vois, le market cap, en vrai, il se tient mieux que le prix, genre. Tu vois la différence. Donc, enfin, tu vois qu'on fait limite des creux ascendants sur le market cap et que le dernier sommet, il était quasiment aussi haut que la TH. Alors que sur le prix, c'est pas du tout le cas, tu vois. Sur le prix, on a top à $490 alors que la TH, c'était $730, quoi. Donc, ça montre qu'il y a beaucoup d'émissions. Je peux peut-être aller sur les token unlock, etc. aussi pour regarder ça. Mais je pense que c'est ce qui est un petit peu... En fait, en gros, tu as la hype crypto IA qui a baissé et en même temps, tu as eu plus d'émissions. Donc, je pense que c'est pour ça que le token a du mal à se reprendre en plus du reste du marché, hein, qu'on se le dise. Voilà, attends, je te montre vite fait. Ouais, tu vois, genre, en gros, le gros de l'émission, bon, après, ça a commencé assez tôt, quoi, mais on s'est pris une grosse émission. Genre, le supply, il est passé de 6,5 millions TAO à aujourd'hui 11 millions entre le premier top de février 2024 et maintenant. Donc, en fait, en gros, même si le prix n'a pas bougé, le market cap a fait x2 quasiment, de ce que je comprends. Donc, et il y a eu un halving récemment, tout à fait, ouais. La masse monétaire, l'inflation est en train de baisser là. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc c'est pour ça que... Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, le souci, c'est toujours pareil, c'est que c'est un altcoin, ça fond comme les altcoins. On est très déçu des altcoins, IA ou pas IA. Donc là-dessus, je te rejoins totalement. C'est juste que pour une fois, en dehors du spectre, on va dire purement et exclusivement financier, je trouve ça utile et séduisant. Maintenant, que ce soit utile et séduisant, c'est pas forcément vecteur de génération de revenus, de donner envie d'acheter, etc. Donc moi, ce que je vous dis à ce stade, c'est surveiller. En tout cas, tu peux voir que cette semaine, si tu te mets sur CoinGecko ou CoinMarketCap, on a eu quand même un petit comeback des chouchous IA, avec Runder qui a pumpé, avec un petit peu BitTensor. Tu vois, tu as beaucoup d'altcoins qui ont fondu, mais Runder est monté, BitTensor est monté. Et Virtual aussi, Virtual Protocol. On a même Fetch. Et sur les 30 jours, c'est pareil. Ouais, Runder, il a plus 60% en un mois. En fait, il avait tellement fondu comme du sucre que voilà. Donc, il revient de loin. Hein. Ça se trouve, c'est un pump passager. Mais je pense que c'est lié justement avec tous les travaux récents sur tout ce qui est IA décentralisé. Même Golem a pris 25% sur les 7 derniers jours. Ouais, Putain, je vois des noms. Ça fait longtemps que je les avais pas vus. Ouais, Akash et tout. Mais après, je pense qu'ils reviennent tellement de loin. Ouais. C'est ça. En fait, déjà, il y a eu un input cette semaine. C'est que un des cofondateurs d'Anthropic, qui aime bien publier de temps en temps ce qui se passe, en fait, a fait un papier pour parler d'IA décentralisée. Et il a mentionné un subnet de BitTensor qui s'appelle Templar. En fait, Templar, ils ont publié il y a un peu moins d'un mois, un communiqué pour dire qu'ils ont bossé avec un projet qui s'appelle Gradient, que je vais vous présenter juste après, où ils ont fait pour la première fois l'entraînement, donc la création et l'entraînement d'un modèle IA de A à Z, de manière décentralisée et sans partir d'une base centralisée, comme ça a pu être le cas précédemment. C'est-à-dire que tu as eu des projets Web3 ou des projets d'IA décentralisés qui ont pris un modèle existant et qui l'ont amélioré. C'est ce qu'a fait Prime Intellect et No Research. Mais là, pour la première fois, c'est vraiment une pipeline de A à Z décentralisée pour la création d'un modèle. Alors, le modèle n'est pas extraordinaire, mais c'est juste que ça a été une prouesse technique. Et du coup, le cofondateur d'Anthropic en a parlé. Et ça a envoyé un message assez positif. Surtout que l'idée, ça a été de dire que les progrès en IA décentralisée extrêmement plus conséquents que sur les IA centralisées. Parce que comme
tu vois, sur une IA centralisée, ils ont un budget un peu illimité. Ils lèvent des milliards, des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards, ils entraînent des modèles et tout. Alors qu'en IA décentralisée, en fait, ils font avec les moyens du bord. Ils peuvent pas rajouter du hardware à outrance. Ils sont obligés de faire des optimisations logicielles. Et ces optimisations logicielles, elles paient à mort. Donc ça va profiter aussi bien aux centralisés qu'aux décentralisés. Et c'est ça que je trouve très intéressant à court moyen terme. Donc ce que tu dis, c'est que la narrative IA crypto peut se raviver. Ouais. En tout cas, elle peut renaître un petit peu de ses cendres prochainement, en tout cas dans les prochains mois, et que ça peut être quelque chose à regarder. Mais pour Totalement. autant, des tokens qui performent bien et qui tu as envie de hold, ils sont très rares, quoi. Donc en fait, en gros, c'est plutôt genre, il peut se passer quelque chose sur cette narrative-là, mais tu sais pas encore véritablement. Gros risque, grosse récompense, grosse perte. Bah, tu pourrais t'attendre à ce que Taos soit peut-être celui qui en profite le plus, mais en même temps, à chaque fois, avec les cryptos, t'as un peu l'impression que, en fait, t'as des cycles et que, en fait, c'est très difficile pour un coin d'être le gagnant d'un cycle et de celui d'après. Enfin, d'être important dans plusieurs cycles, c'est très difficile en tant que coin, quoi. Ma vision, c'est que on est passé l'écosystème agent IA qu'on a vu passer l'an dernier, c'était surtout des agents IA basés sur ChatGPT et compagnie. C'était rarement des agents IA qui tournaient sur des petits modèles parce qu'en fait, les modèles étaient teubés, pas possible, tu vois. Sauf que là, il y a eu tellement de progrès au niveau des modèles open source que, encore une fois, je vais en citer deux, il y en a d'autres. Hein. Tu as GPT-OSS 20B et tu as Nemotron 3 Nano de NVIDIA, qui sont des modèles qui tournent sur une carte graphique avec 16 Go de VRAM, donc une 5070 Ti ou une 4060 Ti. Donc on ne parle pas de carte graphique hors de prix. On parle de carte graphique qui coûte entre 800 et 2000 euros. Alors c'est cher, mais on est loin d'une carte graphique type NVIDIA H100 qui va coûter... en fait, un particulier peut rentrer dans la course, peut faire quelque chose en local. Alors qu'avant, un gros modèle qui tourne par exemple sur 80 Go de VRAM sur une carte graphique à 30 000 euros, c'était pas à la portée de tout le monde. Tu vois, tu as quand même un gap entre une carte graphique à 30 000 euros et une carte graphique à 800 euros. Et je pense que et rien qui dessert tellement à rien l'IA pour le moment. Je comprends pas ce genre de message. Je sais pas, moi non plus. On vit pas sur la même planète, je pense. On vit pas sur la même planète, non. Pourquoi l'IA serait décentralisée quand on voit les galères à rendre performant un modèle centralisé? Mais justement, c'est parce que ce qui était hier une galère sur du décentralisé ne le sera pas forcément à court moyen terme, parce que là, il y a des outils qui permettent d'avoir des résultats pertinents en décentralisé. C'est ça que je veux dire, c'est que vraiment, ça a progressé. C'est meilleur ou c'est au prorata de l'argent qui est injecté, c'est très bon? Les deux. On est passé de inutilisable à pas besoin de bricoler comme un dingue. Tu vois. Attends, je partage mon écran en 2 secondes. Vas-y. Tu me dis quand tu vois. Ouais, je retire mon écran. Hop, voilà, non, ça devrait être bon. Voilà. Donc, on va faire le geek. Ok. Terminal. Excusez-moi si écran noir. Je suis dans mon terminal. Parallax. Donc, Parallax qui est installé sur mon PC. Voilà. Bon. Il lance une instance sur localhost IP 3000. Ok. À côté, je vais ouvrir un deuxième terminal. Maintenant, on va aller sur localhost 3001. Donc, tu vois, ça, c'est Parallax de l'entreprise Gradient. Alors, pour ceux que ça intéresse, GitHub, Gradient HQ Parallax. Vous avez peut-être entendu parler d'Exolabs récemment, qui est un outil qui vous permet, sur des Mac et des ordinateurs sous Linux, avec carte graphique NVIDIA, d'avoir sur son réseau local plusieurs machines et d'entraîner ou d'exécuter des modèles IA avec plusieurs machines sur un réseau local. C'est ce que permet Parallax aussi, mais beaucoup plus facilement sur un environnement Windows. Donc, tout est expliqué dans la doc, mais vous voyez, dans les releases, vous avez carrément... pardon, c'est pas dans les releases qu'il faut que j'aille, c'est là-dedans dans la doc. Voilà, installation. Vous avez pour Windows, vous avez pour Linux et pour Mac. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai exécuté. Et donc, le principe de Parallax, c'est quoi? C'est que là, tu vois, sur mon réseau local, je définis combien j'ai de nœuds, donc combien j'ai d'ordinateurs différents, finalement. Ensuite, je choisis, est-ce que mon modèle IA, je veux l'avoir sur mon réseau local ou justement, je veux faire un environnement remote? Comme je te disais, imaginons, j'ai plusieurs cartes graphiques chez moi et j'ai envie que toi aussi, avec tes cartes graphiques, tu me rejoignes. Je peux faire remote. Ensuite, je choisis les modèles qui sont gérés par Parallax. Alors, tu vois, tu as tous les gros modèles, Qwen d'Alibaba, les modèles Kimi, les modèles GPT, les modèles de ZAI, le Minimax, DeepSeek. Tu
Tu vois, tu as même les modèles de NVIDIA. Alors, il n'y a pas tout, mais tu as quand même des gros modèles. Et quand tu sélectionnes le modèle, il te dit combien de VRAM il te faut. Donc, du coup, par exemple, vous avez peut-être entendu parler récemment de GLM 4.7, qui est un modèle open source d'une entreprise chinoise qui arrive à s'aligner avec Claude Sonnet 4.5. Bah, tu vois, là, 1034 Go de VRAM, faut à peu près 50 RTX 4090, quoi. Tu vois, à peu près 50. Donc, du coup, l'intérêt, c'est ça. Et une fois que c'est bon, tu vois, par exemple, imaginons je veux lancer ce modèle, je fais Continue. Là, ça me dit Parallax Join. Donc, ce que je fais, c'est que sur les différents ordinateurs, donc mon propre ordinateur et les autres, je me connecte à cette instance et ça démarre. Donc là, forcément, ça peut mettre plus ou moins de temps. Et une fois que tu as démarré, tu vas avoir un chatbot et tu vas pouvoir communiquer avec le modèle. Alors, je ne vais pas le faire parce qu'évidemment, le modèle à 1000 Go de VRAM, ça ne va pas tourner, hein, soyons clairs. Mais voilà, tu vois, ma carte graphique se connecte. Donc, c'est ce que je disais plus tôt. Tu suis une simple doc GitHub, c'est pas un truc de magicien. Hein. Tu installes un sous-système Linux pour Windows, tu installes Parallax, il va te mettre toutes les dépendances, il va juste te dire quoi faire. Donc, un gars comme moi qui n'est pas ultra giga technique peut le faire. Et là, tu vois, je peux faire un réseau local pour faire tourner des IA décentralisées. Donc, si quelqu'un branche en surcouche de Parallax ou même Parallax ou quelqu'un d'autre branche une tokenomics par-dessus, ça peut être intéressant. Parce que si on commence à avoir des modèles stylés avec une tokenomics par-dessus, ça peut prendre en fait. Ça peut carrément prendre. T'as vu le message du chat? Non, j'ai pas vu le message du chat. Et quelqu'un qui dit, tu n'imagines même pas, je suis développeur, mon employeur pense remplacer les équipes de dev 50 personnes par quelques assistants humains pour rédiger les demandes vers serveur IA. Donc ouais, vraiment, là, je vois ça. c'est en train de tout bouger, quoi. Ouais, mais je pense que c'est une pour bêtise. le dev, surtout aussi. Mais... Bah, en fait, le truc, c'est que le risque, c'est genre que tu galères à maintenir ta code base et que genre ça devienne quelque chose que tu comprends pas, en fait. Et après, bonne chance pour résoudre des problèmes sur quelque chose que tu comprends pas, quoi. Totalement. Après, si t'as des assistants humains et surtout, si t'es capable de faire des prompts qui sont très avancés pour avoir exactement ce que tu veux et que, enfin, t'as quand même des moyens de scaler, etc. Je pense que c'est le problème, c'est quand t'arrives vraiment à grande échelle. Mais globalement, c'est ça qui va se passer. C'est genre, enfin, moi, de l'impression que j'ai, c'est que tu vas avoir genre des gens qui sont très enfin, en gros, les gens qui savent dev moyen, ils vont se faire remplacer. Et les gens qui sont très forts en dev, ils vont plus servir genre sur le design du système, de l'infrastructure, de comment bien prompter l'IA, de surveiller ce qu'elle fait. Et du coup, bah en fait, ça va. En fait, pour moi, c'est un peu effrayant d'une certaine manière quand t'es sorti de tes études de dev et que maintenant tu te retrouves dans une situation où genre l'IA, bah en fait, elle est juste meilleure que toi, surtout des juniors probablement, tu vois. Donc après. Mais les juniors sont finito. En fait, les juniors après, les juniors, ils vont apprendre avec l'IA aussi. Donc, ceux qui vont faire l'effort. En fait, moi, ce que j'ai appris, que tu sais probablement déjà depuis longtemps, Léo, mais ce que j'ai appris ces dernières semaines, c'est cette notion de multi-agent et de séparer la tâche. En fait, je vous invite vraiment à apprendre sur YouTube et sur d'autres chaînes le fonctionnement de l'IA qu'on utilise actuellement, les fameux LLM. En fait, c'est des machines qui, plus elles sont intelligentes, plus elles vont être capables, à partir d'un prompt, donc d'une demande plus ou moins imprécise, à répondre correctement à ce qu'on demande. Mais en fait, plus vous êtes précis, plus elle va être capable de faire une réponse qui est bonne. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand vous commencez à faire des projets un tout petit peu complexes, il ne faut surtout pas mélanger tout ce que vous faites. C'est-à-dire que, idéalement, il faut éviter de commencer le projet en disant mets en place l'environnement, ensuite fais le design, et ensuite fais la sécurité, et ensuite passe là-dessus. Parce que le truc, c'est qu'il va mélanger ce qu'il a en mémoire d'avant, ce que vous dites après, et potentiellement, il va s'en mêler un peu les pinceaux. Il est plus intéressant de séparer les tâches. Et c'est pour ça que une entreprise qui se laisse un peu avoir sur cette frénésie de l'IA, elle fait une erreur si elle se dit je dégage tout le monde et je mets que des IA. C'est plutôt que effectivement au lieu d'avoir 3D sécurité, de quoi pardon ? Ça va être progressif ce changement-là. Ça va être progressif, mais en fait, c'est soit tu as des machines de guerre qui ont des bases en design, en sécurité, en back-end, en tout ce que tu veux, et du coup, il peut gérer un peu tout parce qu'il sait à peu près tout faire. Mais généralement, c'est pas le cas. Et le truc, c'est que quand tu donnes un peu trop la main à la machine, en fait, elle peut créer toutes sortes de problèmes. Tu vois, par exemple, Claude n'est pas spécialement très bon en design si tu n'es pas précis dans tes requêtes. Pareil pour la sécurité, ça va ce genre de aussi, choses.
Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que, en fait, je pense que certaines personnes vont juste se dire, mais peut-être que l'IA est moins bonne, mais je dois payer ce gars-là tant, il y a tant de charges Ouais. sociales, ce mec-là, il prend des vacances, il a une vie, c'est normal. Il y a des moments, il part en dépression, il fait un burn-out. Genre, même si mon IA est moins bonne, même si, elle me permet de faire une grosse partie de son travail, ou au moins de remplacer des humains sur des tâches qui sont assez répétitives, sur lesquelles il n'y a pas forcément le plus de valeur, quoi. Ouais. Donc, c'est ça un peu qui est effrayant, c'est que, en fait, en termes de ROI, l'IA, c'est n'importe quoi, tu vois. Genre encore cette semaine, tu vois, genre, je vais coder des trucs. Si à l'époque, si je voulais le faire sans IA et que je payais des gens, peut-être ça me coûterait des milliers d'euros, tu vois, et des semaines de travail. Maintenant, tout ça, c'est remplacé. Donc, en fait, je pense que c'est ça qui est vraiment fascinant. Et puis, j'ai des potes qui, ouais, utilisent des sortes d'agents qui font des tâches qui sont différentes, et les agents, ils se parlent entre eux. Et puis, et tout ce système-là dont tu parlais, ça, pour moi, c'est vraiment big, quoi. Après, moi, j'ai une expérience en IA qui est limitée dans le sens où, genre, je suis pas développeur full-time. Mais ce qui est marrant, c'est que, enfin, je sais pas si tu t'en souviens, mais moi, j'ai fait 2 ans et demi dans une boîte d'IA en 2017. Donc, Ouais. ça me Panda. rappelle énormément de choses que j'avais fait à ce moment-là. Ouais. Ouais. Et du coup, alors, je vais vous donner un petit peu ces informations pour nourrir ce que je disais avant, ce délire de IA open source, IA décentralisé, le fait que les particuliers peuvent rentrer dans la course. Donc, sur le site Artificial Analysis, vous avez modèle et vous avez un onglet open source que j'ai ouvert. Et vous pouvez voir que tout est mélangé. Ensuite, vous pouvez filtrer en fonction des modèles. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les small modèles, entre 4 et 40 milliards de paramètres. En gros, entre 10 et 20 milliards de paramètres, c'est sur des cartes graphiques NVIDIA haut de gamme, entre 500 et 3000 euros, je dirais. Et en fait, ce que tu peux constater, c'est que... Alors attends, je vais essayer de trouver les données. Non, c'est pas là. Mais en gros, plus il y a de paramètres, plus c'est lourd à faire tourner, mais en général, plus c'est précis, quoi. C'est ça. Alors, j'ai une donnée très intéressante à leur montrer. La C'est donnée qui est ça. intéressante, c'est le contexte aussi. C'est à quel point les IA sont capables d'avaler Oui. beaucoup de contexte. Parce que quand tu te retrouves avec une codebase qui fait genre des dizaines de milliers de lignes, ton IA, elle peut pas tout prendre en contexte. Donc, elle doit prendre certaines parties en contexte, etc. Enfin, bon, peut-être que c'est des remarques où ce qu'on dit, ça peut sembler vraiment naïf ou en mode débutant, mais voilà, on partage ce qu'on Non, sait. pas Et du tout. n'hésitez pas à partager plus dans le chat. En fait, regardez, ici, vous avez la taille des modèles, d'accord? Et vous avez ensuite à gauche, tout simplement un score d'intelligence. Donc, pas besoin d'être un génie pour comprendre que forcément, l'intelligence, elle s'améliore avec le temps. Mais vous pouvez voir que les très gros modèles sont en train d'exploser en termes d'intelligence dans le temps. Mais aussi, on va dire, les modèles qu'on peut faire tourner à la maison se sont améliorés à un point où tu prends les meilleurs modèles qui tournent à la maison, on arrive au même niveau que les très gros modèles un an avant, tu vois. Donc, si en on fait, les très gros modèles seront toujours devant, mais genre ce qu'on nous met entre les mains en mode open source et qu'on peut faire tourner à la maison, c'est vraiment de mieux en mieux. Un an de retard par rapport... en gros, pour faire très court, entre... là, tout le monde se branle sur quoi? Sur GPT 5.2, Cloud Opus, GLM 4.7. Tout ça, aujourd'hui, ça tourne sur des grosses infrastructures qui coûtent très, très, très cher. Dans 12 mois, 18 mois, ça tourne au local sur un PC d'un particulier pour un résultat assez équivalent. Ce sera jamais aussi bon, qu'on soit d'accord, parce que on vient compresser, on vient filtrer, etc. Mais on s'en rapproche. Et c'est ça qui est vraiment violent. Ouais, et il y a quelque chose qui est aussi très intéressant, c'est qu'en soi, toutes les boîtes d'IA, genre OpenAI, Anthropic et tout, ils incentivent de malade à un point, on se rend pas compte, parce que moi, de ce qu'on m'a dit, après, je sais pas, voilà, moi, de ce que j'ai compris, quand tu prends par exemple l'abonnement Claude Max, moi que j'ai par exemple qui a 200 balles par mois, et ben en fait, c'est comme si tu avais genre 1500 balles de crédit, tu vois. Ouais, Donc en 3000 fait, même. en gros, c'est que. Ah ouais? Ok. Ouais, 3000. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est que, en fait, ils incentivent. En gros, c'est comme si tu étais en crypto et que tu avais un yield et qu'ils rajoutaient du yield par-dessus, mais qui sortent de leur poche, quoi. Parce que là, en fait, techniquement, tu devrais payer beaucoup plus cher pour ce que tu as. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que, en fait, ces boîtes d'IA, elles investissent tous les jours de l'argent pour que plein de gens utilisent leurs produits et qui comprennent à quel point ça va changer leur vie aussi d'une certaine manière, en tout cas pour certaines professions à court terme. Mais ouais, en tout cas, sujet passionnant. Enfin, moi, en tout cas, en ce moment, je suis à fond sur ça aussi. Et Vas-y. je termine juste.
Et après, on va parler un peu d'autre chose. GLM 4.7, là, c'est un modèle chinois. Ils sont rentrés en bourse cette semaine. Ok. J'ai fait rapidement les calculs. Donc, du coup, tu as ZAI qui fait GLM qui est rentré en bourse. Ils sont valorisés à 9 milliards de dollars. Ok. Mhm. C'est pas énorme. Hein. Minimax vient de rentrer en bourse. Ils sont valorisés à 13,5 milliards de dollars. C'est quoi les tickers? Alors, c'est bourse de Hong Kong. Donc, 2513 HK pour ZAI et 0,100 HK pour Minimax. Donc, 9 milliards de dollars pour ZAI, 13,5 milliards de dollars pour Minimax. À titre de comparaison, Anthropic, c'est 350 milliards de dollars. Hein. Et d'ailleurs, moi, on m'a dit que. C'est quoi? SBF, il avait acheté pour 8%. 7%. Donc, en gros, Un il aurait 30 demi-milliard. milliards. Il serait en PNL positif de 30 milliards sur son action sur Anthropic. Enfin, avec notre argent, évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais c'est assez ouf que, en soi, à cette époque-là, il ait fait ce genre d'investissement et qu'il a été aussi visionnaire, quoi. Après, on en discutait avec des potes et on se disait, bon, c'est facile d'être visionnaire quand t'as argent illimité et que tu prends l'argent de tes clients, quoi. Mais Alors, ça, c'est une autre question. d'accord, mais il n'était pas mauvais quand même. Il n'était pas mauvais. Pour C'est juste qu'il a été 7% trop d'une gourmand. boîte aussi grosse, c'est une dinguerie. Bah, frérot, c'est une dinguerie. Et juste pour terminer, et on parle d'autre chose, du coup, ZAI, entreprise chinoise, est dans une période, on va dire, de cassage de prix, mais vraiment de cassage de prix. C'est-à-dire que via ce lien, je vous le mets dans le chat hein, pour les intéressés, je ne prends pas de commission, c'est que voilà. Pour 26 dollars à l'année, hein, tu as un abonnement pro. Comment ça? Bah, au lieu de payer quoi bah, tu peux prompter à gogo sur Visual Studio Code, tu vois. Donc, Visual Studio Code, t'installes l'extension RooCode. Sur RooCode, tu mets ton modèle, tu vois. Donc, j'ai GLM 4.7, j'ai tout mis en place, j'ai suivi la doc. Pour 28 dollars, t'as un modèle quasiment aussi bon que Claude Sonnet. Alors que Claude, c'est 20 dollars par mois, donc c'est 240 dollars à l'année. En fait, ils divisent par 7 à 10 par rapport à Claude pour des performances quasiment aussi bonnes que Claude Sonnet. Mais alors, c'est des pas modèles Opus, généralistes, non? Spcode. Ok. C'est spécialisé code. Et au niveau des benchmarks, c'est à peine derrière Claude Sonnet. Tu vois, si je retourne sur la page d'accueil, donc les kings, ils sont là. Hein. Tu as GPT 5.2 qui est lent, mais qui est apparemment extrêmement bon. Ensuite, tu as Claude Opus. Ensuite, tu as Gemini. Ensuite, tu as Claude Sonnet. Et ensuite, tu as GLM. Sauf que GLM, le prix au million de tokens ou le prix de l'abonnement, il est entre 7 et 10 fois moins cher que Claude. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, encore une fois, hein, là, les Chinois, ils sont en train d'envoyer lourd. C'est-à-dire que là, ils envoient à perte. Ils sont sous-valorisés. Je ne sais pas comment acheter ces actions à part sur un certain broker que je ne citerai pas, mais j'aimerais bien avoir ça on-chain parce qu'honnêtement, pour moi, c'est presque sous-valorisé. C'est soit les ricains sont ultra survalorisés parce qu'on est en pleine bulle, soit les Chinois sont sous-valorisés. Mais pour moi, un truc comme ça à 9 milliards de dollars, c'est no-brainer. Alors, il faut juste qu'ils fassent plus de revenus, hein, évidemment. Mais le modèle est extrêmement bon et en termes de rapidité d'exécution pour te répondre et tout, c'est quasiment niveau cloud. Hein. J'ai testé, c'est vraiment puissant. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui dit pourquoi tu n'utilises pas GitHub Copilot et en vrai, on en a parlé de ça aussi. Ouais, c'est le département IA de GitHub, ouais. Enfin non, là c'est pas GitHub, je crois, c'est Microsoft Copilot. Mais ouais, t'as GitHub Copilot, t'as plein de trucs. De toute façon, t'as plein de trucs. Donc tu vois, moi j'ai mis Claude à droite, j'ai mis RooCode avec GLM à gauche. Comme ça, quand mon Claude trigger mes limites, je passe sur GLM. Voilà. Ok. Donc j'ai une solution. Et tu vois une grosse différence en termes de qualité d'exécution sur du code Pas grand-chose. Parce que les modèles de Claude sont optimisés pour coder avec Claude Code. Enfin, genre, en mode, vu que c'est leur modèle, ils savent comment les optimiser au mieux, quoi. Alors, t'as ça, mais c'est plutôt que, en fait, comme ça coûte extrêmement cher de prompter du Claude, de toute façon, tu le vois, hein, le prix. Regarde les prix, là. Opus, t'es à 10 dollars le million de tokens. Alors, pour ceux qui ne comprennent rien, un token, dites-vous un token, c'est un mot. C'est pas tout à fait vrai, mais un token, c'est un mot. Donc, quand vous écrivez des grands messages et qu'il vous répond des grands messages, ça consomme du token. Donc, ces gros modèles de code, ils coûtent la peau des fesses, le prix au million de tokens. Et là, regarde GLM, t'es à même pas 1 dollar le million de tokens. Et Xiaomi, t'es carrément à 10 centimes de dollars. C'est-à-dire que t'es à 1% du prix de Claude Opus. C'est 100 fois moins cher. Ouais. C'est cassage de prix à mort. Tous les Chinois cassent les prix.
Les seuls noms chinois qui cassent les prix, après, bah, c'est ChatGPT avec. Parce GPT, que, en ça, fait, ils cassent les prix comment? C'est des incentives, c'est pareil, parce que ça leur coûte bien plus Ouais. que ça. Mais c'est juste qu'en gros, ils disent, bah, nous, on investit tant pour faire tant d'acquisitions et récupérer tant de subscribers et tant de personnes, et derrière, ça va nous permettre encore plus d'améliorer nos IA. Enfin, en gros, c'est des investissements. En gros, c'est des boîtes qui sont très capitalisées ou qui lèvent beaucoup de fonds et qui distribuent du cash qui distribuent du cash en vous en payer infiniment moins cher leurs produits, quoi. Mhm. Et du coup, pour ceux qui se posent la question, pourquoi je parle de tout ça? Parce que pour moi, je suis convaincu qu'il peut y avoir une renaissance de tout ce qui est agent IA, crypto décentralisé, etc. à cause de ça. Parce que ça devient vraiment beaucoup plus... En fait, le particulier peut vibe coder, peut prompter, c'est vraiment accessible de malade. Donc, je me trompe peut-être, hein, mais j'y crois dur comme fer pour le court moyen terme. Parce que beaucoup plus utile que beaucoup de merde qu'on a vu passer. Pour changer peut-être de sujet en mode Ouais. shitcoinerie, t'as vu le token passer de The White Whale ou pas? Oui, mais j'ai pas creusé le sujet. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont suivi dans le chat. Mais The White Whale, c'est un gros trader, de ce que je me souviens. Je crois que c'était un des top users de Hyperliquid. Et puis après, Hyperliquid et l'ADL, il a pas trop kiffé. Et je crois qu'il est passé sur Variational ou d'autres perp decks et puis d'autres trucs. Et il est connu pour avoir des énormes PNL, je crois, de mémoire en public. Et il a lancé un shitcoin, enfin son meme coin, du coup, je sais pas, je suppose. Et il est monté à 190 millions de market cap. Je crois que ça fait un moment qu'on n'a pas vu un shitcoin autant performer. Enfin, il y a sûrement des gens beaucoup plus renseignés dans le chat. Je sais pas si vous êtes chaud de partager ce que vous savez, mais ouais. Et je suis désolé pour ceux qui s'intéressent moins à l'IA, c'est juste que... En fait, il faut vous intéresser à l'IA. C'est un truc de fou. Ce qui se passe, c'est absolument hallucinant parce que, en fait, vous avez un besoin, vous travaillez sur ordinateur, vous avez un besoin, et aujourd'hui, vous pouvez vraiment avoir accès à une solution extrêmement bonne et extrêmement rapidement, et vous pouvez vous mettre dans la position d'un développeur ou d'une petite équipe de développeurs très rapidement avec énormément de volonté et surtout, très peu de budget. Mais j'en parlais avec des potes, en gros, ce que ça va permettre, c'est de tester beaucoup plus de produits rapidement et de tester la réponse du public et des users, des clients, pour voir si c'est un business qui intéresse les gens ou si c'est un software qui intéresse les gens, un SaaS ou peu importe. Du coup, en fait, ça veut dire que tu peux itérer beaucoup plus rapidement. Mais la réflexion qu'on se faisait avec des potes, c'est que ça va probablement donner à naissance à plein de SaaS, enfin de software que les gens auxquels ils vont s'abonner et qui vont être peu entretenus dans le temps, en fait. Parce que peut-être que les créateurs seront passés à autre chose, ou enfin, tu vois. Et du coup, je pense que le nombre de produits qui vont sortir va drastiquement augmenter, mais dans le temps, la qualité des produits, je suis pas sûr qu'elle augmente tant que ça. À part genre les gros winners, parce qu'en fait, les gens qui vont créer des produits, ils auront tellement envie de créer plus de produits qu'ils vont avoir du mal à maintenir tout ce qu'ils créent, quoi. Donc c'est plutôt le problème de la maintenance. Et l'autre sujet, c'est le sujet de la sécurité. Dans le sens où moi, je vais coder un truc là, et je voulais mettre des accès restreints et un truc sécure et tout. J'ai mis en place avec Claude Code. Et mon pote est repassé dessus et il m'a dit que Claude Code a fait totalement de la merde dessus, tu vois. Donc, je pense que c'est sur la partie cyber où ça va pas mal bouger. J'en parlais aussi avec des potes comme quoi, c'est possible qu'il y ait énormément de contrats aujourd'hui on-chain, donc des smart contracts qui se fassent auditer par des IA en temps réel pour détecter des failles. Donc, peut-être qu'on trouvera plus de failles ou des plus grosses failles, je sais pas. À voir, parce que, il y a pas mal de protocoles qui, même après des années et plein d'audits, on y retrouve des failles. C'était le cas d'un protocole, je me souviens plus son nom, mais c'était assez récent. Cardano. Ah ouais, non, moi j'en avais un autre en tête, je crois. Donc c'est ça, et puis mais en tout cas, sujet extrêmement intéressant. Et comme le dit Capet, en vrai, on vous casse la tête un peu pour ça, pour votre bien, pour ceux qui sont pas trop dedans, pour ceux qui sont dedans, vous savez déjà et vous êtes probablement plus au courant que nous. Mais pour ceux qui sont pas dedans, en fait, le truc, c'est... En fait, j'ai un peu l'impression que c'est comme si on inventait l'électricité et qu'il y avait des gens qui voulaient pas l'utiliser. Tous ceux qui vont pas l'utiliser, ils vont être en retard par rapport au reste de la population, en fait. Donc, peut-être que j'abuse à certains sujets, mais moi, ma compréhension, c'est que Claude Opus 4.5 et tout ce qui se passe d'un point de vue dev, c'est en train de changer énormément. Et vu qu'aujourd'hui, tout ce qu'on consomme, c'est de plus en plus sur Internet, forcément, c'est un impact de plus en plus large, quoi. Donc ouais, c'est à la fois hyper excitant et hyper effrayant, en fait, parce que c'est vraiment l'inconnu par rapport au monde dans lequel on va vivre bientôt, quoi. Ouais,
Et moi, vraiment, ce qui m'a choqué, c'est à quel point j'accède à exactement ce que je veux à une vitesse extrême. Et si j'y accède pas, je le code en vitesse, tu vois. J'avais besoin d'améliorer mon flow de lecture. Je l'ai fait. J'avais envie de mettre en place un cloud en local basse latence. Je suis tombé sur des trucs de fou. Pour ceux qui s'intéressent au cloud gaming, vous avez peut-être entendu parler de Sunshine, de Moonlight. Maintenant, tu as des forks de Sunshine, des forks de Moonlight qui rajoutent toute une couche logicielle pour se simplifier la vie. Par exemple, tu vois, imagine, tu as ton PC gamer qui est sur un écran 4K, donc résolution 16 neuvième. Et tu as un PC portable qui a une résolution un peu bizarre en 3:2 ou en 16 dixièmes, machin. Bref, résolution différente. Avant, il fallait installer toutes sortes de logiciels pour automatiser le fait de changer de résolution quand tu te connectes en cloud gaming et tout. Maintenant, tu as tout en automatisé. Tu appuies sur un bouton, tu as tout en automatisé. Et c'est un truc de fou. Ouais, non, clairement. Et un exemple simple, c'est par exemple, je vous avais déjà montré ce que j'avais build, mais en gros, ça suit tous les buybacks de Hype, de Pump, de AAV, etc. Même les ETF et tout. Et tout ça, je l'ai juste vibe codé en quelques heures. Hein. Donc, Ouais. ça vous montre à quel point ça va extrêmement vite pour faire des choses qui sont... ce que je vous montre là, c'est pas le plus compliqué, mais ça récupère quand même des données de plein de sites en même temps, ça les interprète, ça me les digère pour moi. Enfin bref, c'est très utile, quoi. Puis après, toi, tu as quand même des bonnes bases. Tu as travaillé dans une boîte d'IA, tu as été en école, tu as toujours bossé avec des devs. En plus, pour le coup, toi, tu es bien parce que tu sais lire du code, tu sais un peu coder, mais tu n'es pas un énorme pisseur de code. Mais par contre, tu comprends à peu près tout. Donc après, si tu manques, tu vas demander à un pote, tu as des designers, tu as des gars en sécu. Moi, c'est pareil, hein, j'ai à peu près tous les cœurs de métier. Mais pour le moment, j'essaie de me prendre la tête tout seul parce que je pense que c'est important de tester et de voir l'IA faire de la merde. Parce que effectivement, voilà, au début, tu vibe code, t'es comme un ouf en mode « c'est magique, c'est de la magie noire et tout ». Mais en fait, dès que tu commences à faire quelques trucs, tu vois aussi à quel point, même Opus, hein, même machin, peut faire vraiment de la merde. Ou par exemple, tu vas lui dire « fais-moi un tableau de bord », il va tout hard-coder, il va pas avoir d'API, ou il va faire des requêtes API à la con, il va trigger des limites. Donc il faut très rapidement repasser du côté dev pour trouver des façons de contourner les limites pour les requêtes API, optimiser le cache, ce genre de choses. Donc il faut être précis dans sa demande. En fait, plus tu es précis, plus ils te font exactement ce que tu veux. Et c'est pour ça que les devs ont toujours un énorme avantage. C'est qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent. Donc en fait, ils peuvent faire des prompts beaucoup plus précis. Moi, j'ai des potes qui m'expliquaient qu'ils faisaient des prompts qui étaient genre, qui faisaient des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de lignes, voire des centaines de lignes. Ouais, Et qui incluaient contextes. Exactement ce qu'ils voulaient. Et derrière, ça faisait tout parfaitement, quoi. Donc voilà. Je te laisse peut-être passer à l'actu. Ouais, tout à fait. Et écoute, c'est parti. Est-ce que je suis en partage d'écran ou je l'ai coupé ? Je mets ton écran. Hop. Ok, Voilà, super. bon. Et c'est parti pour l'actu. Déjà, comme d'habitude, merci beaucoup à Bitpanda de sponsoriser cette émission. Et j'espère, faut qu'on leur demande, qu'on va pouvoir avoir accès à d'autres types d'actions, que ce soit des actions américaines, mais j'aimerais bien voir des actions Hong Kong, Taïwan et compagnie. Je sais pas à quel point c'est possible de le faire, mais ce serait vraiment cool. Bon, on va parler un peu tokenomics. Alors, on a Optimism qui propose du buyback. Alors, c'est pas live, ça va passer par une proposition de gouvernance. Mais la proposition va être soumise le 22 janvier, donc c'est dans pas très longtemps. Et l'idée, c'est que tous les futurs revenus de l'écosystème OpiStack, donc pas seulement Optimism, hein, l'écosystème OpiStack, c'est Base, c'est Inc, c'est Unichain, etc. Tout ça, ça va générer des revenus, ça va profiter du coup à l'écosystème. Et en fait, une partie de ces revenus servirait à buyback le token. Donc au lieu d'avoir un simple jeton de gouvernance, parce qu'en fait, tu ne payes même pas de gaz avec ça, tu vas aussi avoir un jeton qui va profiter du succès de l'écosystème. Est-ce que ce sera suffisant ? Je ne sais pas. Mais ça peut redonner une petite santé à Optimism, surtout que dans l'écosystème des Layer 2, je pense que c'est les premiers à ouvrir la marche. Hein. Je ne crois pas qu'Arbitrum le fasse, je ne crois pas que Starknet le fasse, etc. Ensuite, du côté de Polygon. Alors Polygon, vous allez probablement vous dire à raison, hein, qui surfe sur tous les narratifs. Alors c'est vrai. D'abord autoproclamé Layer 2 sans vraiment l'être, après ils ont fait un vrai Layer 2, ensuite ils sont revenus sur le narratif, on veut faire un Layer 1 ultra puissant quand ils ont vu Hyperliquid. Là maintenant ils nous parlent de Open Money Stack, donc c'est une boîte à outils pour tout ce qui est circulation de la monnaie, stablecoin, etc. Pour moi c'est quoi ? Ils ont vu
le succès de Circle qui va lancer sa blockchain Arc avec potentiellement un token Arc. Ils ont vu aussi Stripe avec Tempo. Bah, ils veulent faire la même chose. Histoire de dire, bon, bah, nous, on était là avant aussi, et puis on a une bête de blockchain, venez build chez nous. Donc, on n'a pas trop d'informations, c'est juste que ça va arriver dans l'année. On ne sait pas à quel point ça va profiter au jeton Paul de Polygon, mais en tout cas, voilà, ils essaient de nous montrer qu'ils existent encore, avec moins de budget qu'avant, visiblement, parce qu'ils arrosent moins de pognon, et affaire à suivre. Voilà. Ensuite, on va parler de PumpFun. Alors, intéressant, enfin un tweet d'Alon. On n'avait pas eu de tweet depuis fin octobre de sa part. Donc je vais vous la faire très courte. En gros, PumpFun, c'est juste une news pour nous dire, bon bah voilà, ils avaient poussé vachement l'économie des créateurs. Sauf qu'en poussant l'économie des créateurs, bah, ça a poussé énormément de gens à créer des tokens qui restaient pas très très longtemps, histoire de collecter un max de frais sur du court terme, et pas nécessairement laisser vivre le token dans le temps. Donc là, ils ont fait une mise à jour de leur écosystème. Vous avez la possibilité a posteriori de partager les frais sur un token jusqu'à 10 wallets. Exemple, je lance, imaginons, le memecoin Capet. Et ce memecoin, il prend, et puis j'ai une communauté qui commence à se créer autour de mon memecoin Capet, et ben je peux définir par exemple des ambassadeurs de mon memecoin, bon bah Picsou, 0x le roux, et leur dire, bon bah voilà, donne-moi ton wallet, fais la com, fais le nécessaire, et puis bah croque aussi dans le succès de ce qui va se passer. Comme ça, en fait, quand vous avez des gens qui achètent, vendent le token, il y a une partie de frais qui sont collectés dans un espèce de pool, et vous pouvez à tout moment récupérer cet argent. Vous pouvez le claim. Et ben, l'idée, c'est que le créateur du token claim et les autres wallets profitent du claim également. Vous pouvez aussi transférer les droits sur ce token ou les révoquer. Donc, plus de pouvoir sur les tokens créés sur l'écosystème PumpFun. Voilà. Affaire à suivre, en notant que, bien entendu, PumpFun reste un des écosystèmes qui brasse le plus de fric. Je suis toujours étonné à quel point PumpFun a une capacité de brasser autant de fric dans le temps. C'est assez ouf. Maintenant, est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. En tout cas, il a bien fondu récemment. Est-ce qu'on a un bottom? Je ne sais pas. Mais ça a l'air de tenir un peu mieux. En sachant qu'on est bien en dessous du prix ICO, puisque le prix ICO, rappelez-vous, est de 0,004 $, et que les unlocks, ouais, les tokens de l'équipe n'ont pas encore été débloqués. Ce sera débloqué, je crois, en juillet 2026. Donc, il y a encore le temps avant les unlocks. Donc, on peut s'imaginer que PumpFun va proposer plein de nouvelles choses. D'ailleurs, on peut noter, alors forcément, c'est du marketing, ça veut un peu tout et rien dire, mais Alon a très clairement dit que beaucoup de choses vont arriver prochainement. Beaucoup de nouvelles choses vont arriver prochainement. Voilà. Ensuite, j'enchaîne. Donc, on a eu un petit drama où tu as Polymarket qui refuse de payer sur un pari qui était est-ce que les États-Unis vont envahir le Venezuela? Ils ont fait une petite quenelle sur la sémantique pour dire c'est pas vraiment une invasion, ça a été quelque chose de ponctuel. Donc, ceux qui ont voté yes à l'évasion, on va pas vous payer. Voilà. C'est un non. Donc, petit drama. On a Starknet de son côté qui est tombé en panne encore une fois pendant 4 heures cette fois, avec carrément un rollback de la chaîne de 18 minutes. Donc, il semblerait que il y a eu un bug qui a trigger l'arrêt du système d'exécution. Donc, il y a eu un besoin de réparer tout ça. Ils ont mis en place les patchs et compagnie. Mais on est sur une deuxième panne en 4 mois. Donc, ça fait un peu chier, quoi. Ensuite, du côté des ETF, donc ça, j'imagine que tu l'as suivi, Léo. Écoute, pas ouf, hein. Les ETF en ce moment, pas ouf du tout. On avait eu le premier jour, le lundi, 700 millions d'entrées sur BTC, ce qui est même une belle entrée, mais qui s'est suivi de pas mal de sorties. Donc au final, sur Ether, BTC d'ailleurs. Sur cette semaine, ouais, mais plus léger sur Ether. Sur BTC, on est à 680 millions de dollars de sortie. C'est normal. Il y avait moins mais tu vois, ça pisse moins le rouge quand même sur Ether. Après, c'est normal, gros. C'est quand t'as un truc, c'est quoi la différence de market cap? C'est x3, x4? C'est non, waouh. C'est x5, x4, x5, ouais. Donc c'est plutôt ça qu'il faut regarder en termes de ratio. Mais oui, mais dans tous les cas, c'est oui, pas mal d'outflow récemment et pas de trend, pas de tendance qui se définit pour l'instant sur les ETF à la hausse, je veux dire. Donc rien de ouais. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'outflow encore. Je pensais que le plus gros était passé récemment. Et sur ce sujet-là, on a eu une
petite bonne nouvelle, mais qui en fait règle pas le schmilblick. On en a parlé dans l'émission précédente, l'index MSCI, où à la base, il y a eu un papier qui a été publié le 10 octobre, là où on a eu le gros crash, sauf qu'on a eu connaissance de ce papier bien plus tard, où en fait, on nous explique qu'il y a énormément d'indices MSCI, où tu as l'entreprise stratégie dedans, donc micro-stratégie. Et cet indice pourrait changer ses conditions. Si elle change ses conditions, eh bien, stratégie pourrait sortir de ces différents indices. Et donc, les gestionnaires d'actifs seraient forcés de vendre leurs actions stratégie. On parle de potentiellement 15 milliards de dollars de vente d'actions forcées. Donc, c'est bearish. Il semblerait que, pour le moment, stratégie à la paix, en tout cas jusqu'à la décision de mi-février. Et il va y avoir une nouvelle consultation courant de l'année 2026. On n'a pas de date. Donc, peut-être que stratégie va se faire sortir des indices courant 2026. En fait, la question reste en suspens. Mais pour le moment, stratégie peut respirer un petit peu. L'incertitude, c'est le pire pour le marché. Bah, c'est ça, malheureusement. Ensuite, du côté des Trump, eh bien, ils veulent avoir beaucoup plus de pouvoir, si on peut dire, sur les émissions de stablecoin USD1, puisque pour le moment, ils passent par des prestataires régulés. Donc, ils ont créé une nouvelle structure qui s'appelle World Liberty Trust Holdings, et du coup, cette structure sera dédiée à la gestion de l'USD1. Leur objectif est donc d'obtenir ce qu'ils appellent une charte bancaire fédérale. Et s'ils obtiennent cette charte, eh bien, ils auront beaucoup plus de moyens pour émettre ce stablecoin, mais aussi pour bosser avec différents partenaires commerciaux. Et ils veulent bien dissocier la structure actuelle World Liberty et cette nouvelle structure pour éviter les problèmes réglementaires. Voilà. Donc voilà, du côté des actualités, accessoirement, donc comme je vous ai dit, moi j'avais noté pas mal de choses par rapport à l'IA décentralisée, vraiment énormément de choses. Mais avant de vous parler de ça, juste un point rapide sur ce qui s'est passé cette semaine en crypto. Donc, hop. Les smart hashtags, j'ai vu, c'est très très intéressant. Ouais, tu peux expliquer ce que c'est si tu veux. En gros, c'est le fait que en fait, maintenant, au lieu de mettre $ BTC et que ce soit juste un hashtag, maintenant, il y a des informations qui soient associées. Donc, notamment le graphique, le prix, comment acheter, comment vendre. Enfin, genre, c'est des données qui sont dynamiques. Et ce sera aussi le cas pour des assets on-chain, de ce que je comprends. Donc, même si tu mets un hashtag bonk, je suppose que tu pourras choisir le contrat ou celui qui est vérifié, ou peut-être, je sais pas, s'ils prennent la donnée de CoinGecko ou d'un autre endroit, peu importe. Mais du coup, ça va permettre de rendre la mention d'assets à la fois en TradFi et crypto beaucoup plus précis, avec beaucoup plus d'informations associées. Donc, je trouve que c'est une bonne fonctionnalité et je trouve que ça fait longtemps qu'on devrait avoir ça, parce qu'honnêtement, c'est pas compliqué. Et parce qu'au final, la finance maintenant sur Twitter, c'est quand même assez gros. Hein. Et puis, ça commence, ouais. Il y a peu d'autres réseaux sociaux où tu parles autant de finance. Enfin, genre, tu veux pas trop parler de finance sur Facebook. Sur Instagram, c'est compliqué. C'est pas forcément designé pour ça. Donc non, c'est vraiment bien foutu. Et j'espère que. Mais je crois que ça arrive dans les prochaines semaines. Ils ont dit quelque chose comme ça. Oui, alors moi je voulais vous montrer un truc pour refaire le parallèle avec l'IA. Bon, c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Elon Musk, il a racheté Twitter. Et puis il a XP branché aussi. dessus. Et il y a XP aussi qui pourrait se lier à ça. Ok, XP. Tu te souviens pas quand ils avaient. Si, en gros, ils parlaient que Twitter soit une banque. Oui, voilà. Et un moyen de paiement et qui sont enregistrés dans chaque État aux États-Unis. C'est pour ça que ça a mis grave du temps. Du coup, on pourrait se dire que probablement on pourrait acheter et vendre directement depuis l'app en fait. C'est ça. Et en fait, c'était la rotation que je voulais faire. C'est que sur Twitter, donc vous avez Grok ou Super Grok, qui est en fait l'intelligence artificielle de xAI, une autre entreprise d'Elon Musk. Et la vraie particularité de l'IA d'Elon Musk, c'est que c'est pas la plus intelligente. Elle est très bien, hein. Elle est très bien, mais elle est surtout très spécialisée sur tout ce qui est données à chaud, donc données journalistiques et données financières. Et en fait, ce que veut faire Musk, c'est que tous les gens qui parlent de finance, ils aiment beaucoup en parler sur Twitter. Donc en fait, tu peux nourrir cette IA. Et si en plus de ça, on commence à avoir ce genre d'interaction avec les hashtags, ça fait un écosystème complet autour de la finance. Et si en plus de ça, tu mets du paiement, de la génération de yield, etc., ça peut vraiment être une super app de ouf, en fait, l'écosystème xAI, XP, X, du coup, x.com pour Twitter. Et c'est ça que veut faire Trump. Voilà. Lighter, du coup, tu avais ouvert un truc lié à ça? Oui, Lighter, tout à fait. De nouveaux marchés spot sur Lighter.
Donc AAV, Uniswap, Link, Sky et Lido. Moi, je sais pas trop quoi en penser de Lighter parce que je vois qu'il y a beaucoup de rotations d'open interest, de revenus, etc., qui se font sur Variational, Paradex, etc. J'ai l'impression que, je me trompe peut-être, hein, que Lighter est en perte de vitesse en termes de revenus, non? Depuis le TGE. Bah, c'est simple. Il y avait la point season avant, personne ne savait combien vaudraient les points. Et tout le monde a parié sur les incentives. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que, genre maintenant que tout le monde sait combien valent les incentives et combien vaut le token et globalement les points, hein, plus ou moins, en fait, les gens réalisent que ça rapporte pas tant que ça. Je pense que l'énorme différence aussi, c'est que les gens se disent maintenant que j'ai farmé Lighter, je vais aller farmer Extended, je vais aller farmer Variational ou tous les trucs à côté. Paradex aussi. Donc, pourquoi aller trader sur Lighter alors que je peux trader sans frais sur d'autres plateformes et avoir des points sur un jeton qui n'existe pas déjà et où ça amènera pas de pression ondeuse. Parce qu'en fait, en gros, très bien, il y a une nouvelle saison de points sur Lighter, mais c'est bearish pour le token probablement, surtout si tu distribues des incentives et que tes revenus et ton activité baisse. Ça, c'est extrêmement bearish parce que ça veut dire que une saison de points, c'est la promesse d'une pression vendeuse future. Du coup, l'intérêt d'une saison de points, c'est qu'elle ramène tellement de cash, elle fasse pump tellement l'écosystème que ça compense l'argent qui va être dump après. Le problème, c'est que si ça compense pas, c'est un peu compliqué. Donc, je suis. C'est encore un peu trop tôt pour juger parfaitement, mais je suis curieux de voir comment seront les revenus de Lighter, je sais pas, d'ici 2-3 mois. Et à quel point l'exécution a changé aussi, la qualité de l'exécution et le coût d'exécution. Si le coût d'exécution est le même dans, je sais pas, je dirais 2-3 mois, là je pourrais me dire, ok, Lighter, c'est peut-être juste un bon produit qui est moins cher. Là, jusqu'à maintenant, il était moins cher parce qu'ils avaient zéro fees et parce qu'ils avaient beaucoup d'incentives et du coup, ça a amené les market makers à se positionner plus facilement. Mais j'ai hâte de voir comment ça se passe sans. Et peut-être que je changerai d'avis sur Lighter à ce moment-là. Tout à fait. Et du coup, pour ceux qui s'intéressent un peu aux actions et tout, j'aime bien vous parler d'hardware et tout aussi. Donc, je vous avais dit, crise de la RAM, on est vraiment au début. La RAM continue d'exploser. Maintenant, on a les SSD qui commencent à monter, évidemment. Parce que d'abord, tu vas faire tourner tes modèles IA sur ta carte graphique. Si tu manques de VRAM, tu vas faire tourner ton modèle IA sur la carte graphique et en RAM. Et vraiment, si tu manques de stockage, tu peux faire passer ça sur des SSD à très haute vitesse. Donc en fait, les SSD vont monter. Et tout ce qui est entreprise liée au stockage, on est sur une charte permaboule qui risque potentiellement de continuer. Je ne veux pas vous faire acheter le top, mais juste que c'est aberrant ce qui est en train de se passer. Et toujours sur le narratif IA, donc on a eu la CES qui est une grosse conférence tech avec justement Nvidia qui s'est exprimé. Et Nvidia a fait quelque chose de totalement nouveau. Donc tu sais, tous les 2 ans et demi à peu près, Nvidia bosse sur une nouvelle architecture de processeur. Donc en général, pour ceux qui achètent des cartes graphiques pour du gaming, vous avez toujours la grosse génération l'année 1 et un refresh l'année 2. Par exemple, la RTX 4070 année 1 et puis la 4070 Super année 2. Parce que tu peux pas t'amuser à changer d'architecture à chaque fois, c'est trop compliqué, il faut de l'ingénierie. Et bien là, Nvidia s'est dit, le truc, c'est qu'avant, on avait la loi de Moore. Tu sais, cette loi qui dit que... tous les 2 ans et tout ça. Ouais, tous les 2 ans, la puissance de calcul doit faire à peu près x2. Et c'était de moins en moins le cas parce que jusqu'à présent, on misait beaucoup sur la miniaturisation et qu'aujourd'hui, en fait, on a tellement miniaturisé pour tout ce qui est transistor, semi-conducteur, que ça devient difficile parce que on est au plus proche de l'atome, on a des nouvelles difficultés. Donc, on ne peut pas simplement miniaturiser, augmenter le nombre de transistors. On est aussi obligé de repenser à chaque fois l'architecture processeur pour essayer de gagner en performance. Je pense notamment aux processeurs AMD Ryzen qui se sont amusés à essayer de... Ryzen IO chip, est-ce qu'on va avoir un graphe? Voilà, donc ça c'est parfait. On va avoir des petits processeurs qui vont être entre parenthèses branchés en série avec on va dire un truc qui vient homogénéiser les calculs et la latence entre les petits processeurs. Parce qu'avant, le problème, c'est qu'on ne pouvait pas s'amuser à brancher plein de processeurs les uns avec les autres. Tu avais trop de latence, donc tu perdais en performance.
Et cette parallélisation, elle devient de plus en plus active dans l'informatique de manière générale. Et en fait, là, ce que fait NVIDIA, c'est que non seulement ils augmentent le nombre de transistors, donc ils vont augmenter de 60% le nombre de transistors sur la prochaine génération, mais ils refont totalement l'architecture dans tous les sens. Vraiment dans tous les sens, c'est une grande première. Et ils nous annoncent jusqu'à 5 fois plus de performance en IA par rapport à la génération précédente. Et ça, c'est une grande nouvelle. Parce que si c'est factuellement x5, on va avoir un boom sur les prochains modèles IA quand ils vont sortir les nouvelles cartes graphiques en 2027, 2028. Ça va être absolument aberrant. 2027-2028, je pense. Donc on a 2 ans devant nous, quoi. 2 ans devant nous. Et après, c'est l'AGI. Parce que pour le moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que les aigris de l'IA vont vous dire « Oui, mais c'est une intelligence artificielle, il y a artificiel dedans parce qu'elles sont débiles. » Ce qui est vrai. Mais en fait, là, on commence à avoir des modèles qui sont tellement gros et tellement optimisés qu'on est en train de se rapprocher de l'intelligence humaine. Normalement, en 2026 ou peut-être début 2027, on va être au niveau de l'intelligence humaine. Et à partir de la prochaine génération NVIDIA, plus les progrès en IA, on va être au-dessus de l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'on va être obligé de se poser la vraie question éthique. Et là, je suis très sérieux. Il faut contrôler ce qui se passe parce qu'elles vont tellement partir loin dans leur truc qu'on ne va pas pouvoir les laisser faire, parce qu'elles vont pouvoir commencer à communiquer entre elles, développer des langages qu'on ne va pas pouvoir comprendre, elles vont pouvoir s'échapper. C'est Terminator, mais c'est réel, hein, ce qui risque de se passer. Donc il va falloir faire vraiment attention à tout ça. Donc on va avoir une capacité exponentielle. Et en fait, il va y avoir le sujet des développeurs. C'est que dans ce début d'émission, on disait, il y a beaucoup de développeurs juniors ou intermédiaires qui vont perdre en utilité s'ils ne s'adaptent pas à l'IA. Mais là, si on commence à avoir des IA qui sont extrêmement puissantes, en fait, on va poser des questions et ça va presque être de la magie noire sur tous les secteurs d'activité. Sur la santé, sur la recherche, sur les prédictions de marché. Surtout imagine Neuralink, sur tout ça. Ouais, c'est vrai. Mais ça, en fait, je suis même pas capable de me l'imaginer, honnêtement. Si on branche une IA sous-cutanée à notre cerveau ou autre, ça va être complètement aberrant. Je pense que c'est ce qui arrive, hein, honnêtement. Il va falloir faire attention. Et du coup, voilà, pour ceux qui ça intéresse, du coup, Gradient, dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez Gradient, cloud.gradient.network, qui vous permet justement de tester l'outil. Quand vous vous connectez, alors moi j'ai fait connexion avec un compte Google, je me suis rendu compte qu'ils m'ont offert $1 de crédit. Alors pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que si jamais vous avez envie de tester des excellents modèles IA, Gradient en propose, et il propose notamment Cloud Opus. Donc, je vais juste vous faire une démo parce qu'il y en a qui sont un peu dubitatifs par rapport à cette hype, qui pensent que c'est surcoté et tout. Alors, excusez-moi, ça met beaucoup de temps à charger à chaque fois. Mais tu vois, quand tu vas sur ChatGPT, quand tu vas sur Perplexity, tu peux poser des questions à Claude Sonnet. Même sur Claude, tu peux poser des questions à Claude Sonnet, mais pas à Cloud Opus. Et là, pour le coup, sur Gradient, avec ton petit $1 de crédit, tu peux. Tu vois, tu as pas mal de modèles qui sont proposés. Hein. Tu as tous les plus gros, en fait, avec les prix. Donc, souvenez-vous ce que je vous disais plus tôt. Tu as un prix au million de tokens. Donc, en fait, ton texte, le texte que tu mets dans le chatbot et le texte qui te répond, ça a un prix. Donc, quand tu vas dans le terrain de jeu, Playground, tu peux sélectionner le modèle. Donc, moi, je vais sélectionner Cloud Opus. Ensuite, tu peux lui demander un nombre de maximum de tokens, donc un nombre maximum de nœuds en réponse. Donc, par exemple, je veux faire un site concurrent de CoinGecko. Propose-moi une architecture complète. On va augmenter un petit peu le nombre de tokens. Donc là, on n'est même pas dans pond-moi du code, on est juste en mode planifie comment on va faire. Voilà. Regardez à la vitesse où ça répond. Ça répond déjà. Ça répond instantanément. Donc déjà, c'est absolument aberrant. Et en plus de ça, il me fait l'archi. Donc il me répond, voilà, on va faire un CDN Cloudflare avec du load balancing pour justement faire en sorte que quand le gars il arrive sur le site, en fonction de où est-ce qu'il habite, en fonction de la charge sur les serveurs, on vient balancer la charge. Une architecture avec des API pour ceux qui veulent requêter les informations, une architecture modulaire en microservices, voilà, avec PostgreSQL pour les données, Redis pour le cache, etc. Et il me balance tout. Et ensuite, je l'envoie à une IA potentiellement moins bonne, je lui dis, bon bah voilà l'archi, maintenant code tout. Et il va créer les fichiers, il va tout faire. Et en fait, c'est pour ça que les gens pètent les plombs. C'est que là, si potentiellement il manque d'un petit quelque chose, tu peux le noter de côté, tu peux faire un prompt beaucoup plus précis, et tu peux challenger, etc. Et en fait, tu peux te faire une architecture très compétente. Alors, c'est pas une architecture type Facebook, Google, soyons clairs, mais tu peux faire une architecture déjà d'une entreprise qui tourne avec Cloud Opus. Voilà. Et ça m'a coûté
tu vois, on était à 55 centimes, je rafraîchis. Poser cette question, ça m'a coûté 5 centimes de dollars. Voilà. 5 centimes de dollars pour être conseillé sur une architecture. Comprenez ce qui se passe. C'est pour ça que je vous prends la tête. Comprenez ce qui est en train de se passer sous vos yeux. Et je m'arrête là-dessus. Si tu veux reprendre sur de l'analyse technique, Léo, allons-y. Non, attends 2 secondes. J'ai besoin de faire un truc. Donne-moi un instant. Je coupe mon écran. Ouais. On voit mon écran là, non? Ouais, je regardais pas mal Extended parce que en fait ils ont fait on en avait déjà parlé, je crois, mais ils ont eu une approche qui était assez intéressante, c'est-à-dire qu'il y a donc Extended qui est un pair d'ex comme Hyperliquid, comme Lighter, etc. Et du coup ils ont un Vault comme le HLP de Hyperliquid, comme le LLP de Lighter, mais cette fois-ci ils ont leur Vault qui s'appelle le Extended Vault. Et je regardais parce que en fait ce qui est assez intéressant c'est de voir que en fait ils offrent un rendement disponible de tous avec le Extended Vault, mais en fonction de ton activité sur Extended et si tu trades ou pas, tu es éligible à un APR supplémentaire. Et en fait, vous voyez que ici, en vert intense, c'est le yield qui est accessible de tous. Et le vert qui est moins intense, c'est le yield supplémentaire que toi, tu peux récupérer en tradant sur Extended et en ayant de l'argent dans ce Vault-là. Et c'est-à-dire que si tu es actif sur Lighter et qu'en plus de ça, tu mets de l'argent dans le Vault, en gros, tu peux récupérer entre 20 et 30% 20 et 40% d'APR par jour, en fait. Ce qui est tout simplement énorme. Et du coup, la question que je me posais, c'est est-ce qu'un moyen de farm, ce serait pas de faire une stratégie delta neutrale? Par exemple, tu long BTC ou tu short BTC sur Extended et tu prends la position inverse sur Hyperliquid ou sur Lighter ou sur un autre. Ou si à le spot, tu le fais via le spot, enfin à voir. Par exemple, tu pourrais shorter sur Extended et acheter le spot sur HL. Comme ça, tu as 0 exposition. Aux yeux de Extended, tu es actif et tu es éligible à un APR qui va de 20 à 40%. Et un APR de 20 comment à 40%, tu sais que tu es actif? Il te le montre sur l'interface? Comment ça se passe? J'ai pas encore testé. Moi, c'est ce que j'ai lu de ce qu'ils avaient dit. Alors, peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui sont au courant. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai compris. Et du coup, la Vault Equity a explosé, c'est-à-dire que l'argent qu'il y a dans le Vault a tout simplement explosé. Alors, c'était pas super haut avant, mais on est quand même passé de 60 à plus de 110e. Et c'est surtout que, en fait, maintenant, eux, ils te permettent d'utiliser le XVS, donc leur Vault, en tant que collatéral pour trader avec. Donc, je sais pas à quel point c'est risqué, je sais pas quelle est la stratégie exacte du Extended Vault, ce qui impacte forcément ça. Mais en fait, c'est comme si Ethena avait fait de l'USDE et que tu pouvais trader avec sur Aena. Sauf que là, ça te donne, c'est via un Vault dans un perpdex en lui-même, et surtout, ça te donne un APY qui est beaucoup plus haut. Donc ça, c'est un. T'as quelqu'un dans le chat qui te dit, en gros, dans l'onglet portfolio, t'as des ligues, et si tu es ligue roi, t'as le max APR. Ça fonctionne comme ça. Alors attends, je vais juste partager un autre écran et je vais voir si je suis pas connecté ou s'il n'y a pas une dinguerie. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait j'ai lock mes wallets et tout. Ok. Mais ok. Mais je peux rien voir en étant déconnecté, tous ces trucs là. Mais je serais curieux de comprendre comment ça fonctionne exactement. Il y a Irbos qui a fait un tweet. Il l'a mis dans quel chat? Ah merci. Vas-y, je vais partager l'écran. Alors voilà. Beaucoup de tweets sur Extended, notamment leur Vault où il serait possible de gagner 35% d'APY pour être dans la King League. Donc la King League, c'est celle qui te donne le rendement max. Donc en gros, pour un King League, il faut dépenser l'équivalent de $230 par jour en frais. Donc à moins de déposer l'allocation maximale 300K dans le Vault, soit $230 de revenus passifs par jour, vous n'êtes pas rentable. En gros, à moins d'être une whale, frais dépensés supérieurs au yield via le Vault. Il est effectivement possible de borrow via le Vault en collatéral, d'utiliser un ref code pour maximiser. Ok, mais du coup très intéressant. Merci pour le tweet NF. Toujours trop fort. Il farm H24 quoi, je pense. Je pense qu'il fait ça à temps. Il est trop smart. Il est trop smart, c'est un truc de fou. Donc, il était rédacteur chez Coin Academy. Et oui. Il y a beaucoup de cracks qui sont passés par Coin Academy quand même. Tout à fait. Donc voilà, quelque chose à regarder. Je vous dis ça parce que tout le monde veut farmer des points de perpdex, etc. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sur Pendle, il y avait pas mal de trucs assez intéressants.
où je réussissais à récupérer du yield de certains projets, enfin du yield garanti pour certains projets. Alors je vais clear les filtres et je vous montre mon écran. Mais par exemple, FreeJane, c'est un protocole qui est backé par Paradigm. Et tu avais des PT à 13%. Donc en gros, après il faut attendre jusqu'à maturité. Tu t'assures un rendement. Mais ça, en fait, moi, c'est ce que je fais en ce moment, honnêtement, pour ceux qui me regardent. Moi, ce que je fais en ce moment, c'est que j'essaye de récupérer le meilleur rendement sur les actifs les moins risqués via Pendle. Et mon objectif, c'est de récupérer entre 10 et 15%, en fait. Et pourquoi c'est possible d'avoir des rendements qui sont aussi hauts? C'est parce que ces volts-là, soit ils ont un rendement sous-jacent, mais c'est surtout que les gens spéculent sur les points du protocole. Du coup, ils payent pour avoir des YT, et les YT, ça leur permet d'avoir un levier sur les points. Typiquement, par exemple, si tu achètes des YT du GRUSDE de, je crois, c'est Strata, ça te permet d'avoir un leverage de 861 sur les points Strata, tu vois. Donc, en gros, si tu mets, enfin, en gros, en fonction de ce que tu mets, ça explose ton exposition. Donc, par exemple, tu peux acheter pour, je sais pas, 10 balles ou 100 balles de YT. À la fin, tu vas récupérer 0$, ou le rendement sous-jacent, plus un levier sur les points, en fait. Donc, c'est extrêmement intéressant. Mais en gros, le PT, c'est tu veux te verrouiller, tu veux te garantir un yield pendant une certaine durée, jusqu'à la maturité, par exemple. Mais par exemple, si les PT gagnent en valeur, tu pourrais très bien revendre juste tes PT plus chers, hein, au lieu d'attendre la maturité. Soit tu as les YT, et les YT, ça te permet d'avoir le rendement et tout ce qui est associé dans le fait de détenir l'actif pendant cette période de temps. Donc, en gros, par exemple, si j'achète du YT sur JRUSD, et ça me donnera exactement ce qu'un mec aurait obtenu en holdant du GRUSDE pendant les 80 jours, tu vois. Donc ça peut inclure le rendement du token natif. Donc je sais pas si c'est un Volt qui donne du rendement en USD ou en USDC, tu le récupères. Et les points. Donc après, les YT, ils sont surtout utilisés en général pour les gens qui veulent farmer les systèmes de points des protocoles. Ça permet d'avoir un gros levier pour pas trop cher. Et en gros, tu payes, tu crames du fric pour avoir des points. Donc souvent, il faut arriver tôt pour avoir de la chance, parce que sinon, tu peux acheter tes YT trop cher et donc pas être rentable dans ton farming. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez early. Soit toi, tu t'en bats les couilles, tu laisses tout le monde spéculer sur les points. C'est ce que moi, je fais historiquement, parce que souvent, les TGE et les airdrops se passent pas très bien. Et du coup, moi, ça me permet de me garantir des yields qui sont bien supérieurs à ce que j'aurais obtenu ailleurs, tu vois. Donc, derrière, tu peux trier ça par différents facteurs. Mais ici, par exemple, je peux filtrer par les plus hauts rendements, fixes, donc c'est les PT. Et après, moi, je vais essayer de regarder des trucs qui sont pas trop risqués et qui ont beaucoup de liquidité, tu vois. Et qui sont basés sur du stablecoin, typiquement. Et tu vois, Neutral, qui est un protocole delta neutral, eux, ils ont un NUSD qui est un stablecoin comme le USDE, et ils ont créé le SNUSD qui est comme le SUSDE, donc ça capture le rendement. Et vu qu'il faut staker ton NUSD pour obtenir le rendement du protocole, et donc avoir du SNUSD, et que tout le monde ne stake pas, je crois qu'il n'y a que 50 ou 60% des gens qui stake. Donc, c'est-à-dire que les 50 à 60% des gens qui stake, ils récupèrent le rendement entier. Du coup, en gros, ils font x2 sur le rendement qu'ils obtiennent. C'est-à-dire, ça peut être un rendement de 7-8% de base, mais vu qu'il n'y a que la moitié des gens qui stake, et ceux qui stake, ils récupèrent un plus gros APY, en fait. Simplement parce que les gens ne stake pas assez. Et du coup, ça t'offre du 14%. Mais par exemple, sur le SNA, tu as du 15%. L'USDI. Après, donc, faut vraiment regarder les sous-jacents, faut se renseigner, etc. Mais pour ceux qui sont intéressés par du rendement sur des stablecoins, vous avez pas mal de choses intéressantes. Donc, faut toujours regarder la liquidité, le sous-jacent. Alors, je te pose une question. Ouais. Alors, moi, j'ai jamais fait. Je connais un peu le principe de séparation de yield, mais pas plus que ça, pour être très honnête avec toi. Je suis un débile. Je vois le plus gros fixed APY. Pourquoi je dois sauter ou ne pas sauter sur le plus gros rendement que je vois? C'est quoi le risque, en fait? Le risque, en fait, le risque, c'est que, imaginons l'asset e-rug, pendant le moment où toi tu détiens un PT ou un YT, en fait, tu détiens le rendement où tu t'es garanti un yield fixe sur un truc qui te rendra jamais ton argent, tu vois. Enfin, en gros, s'il y a un exploit ou s'il y a un truc, en gros, vu que le sous-jacent vaut plus rien, en fait, tu récupères plus rien. Autre chose, c'est peut-être que tu peux avoir des rendements qui sont hyper élevés, mais sur des assets qui sont peu liquides ou qui te donne un rendement en jeton qui n'est pas du stablecoin.
Et donc, genre, certes, tu as un gros rendement maintenant, mais une fois que toi, tu toucheras ton rendement, peut-être que l'émission de token vaudra moins. Donc, en gros, l'objectif, c'est d'aller sur des trucs qui sont très liquides et qui te donnent du rendement en USDC ou en USDE ou dans des choses Alors, que tu tu es peux, capable du coup, tu d'échanger peux nous facilement. montrer quelque chose de liquide et quelque chose d'illiquide, c'est dans le liquidity? Comment tu Ouais, fais tes devoirs sur ça? mais par exemple, le SUSDE, c'est la version stakée de l'USDE. C'est un truc qui est hyper liquide et en soi, tu peux récupérer un 7% garanti. Moi, j'ai fait SNUSD de neutral. Euh, le SNUSD sont lockés, donc il faudra attendre pour les récupérer. Mais ça t'offre un rendement de 14% sur ça et c'est plutôt liquide. Et même si en cours de route, tu dis ouais, ça me casse les couilles, je veux sortir, bah t'as assez de liquidité dans la pool pour pouvoir sortir, tu vois. Donc ça, c'est un bon point. FreeJane, moi, c'était un pari que j'avais fait moi-même avec le USD3. Mais après, tu as les USDA, etc. Alors après, il faut faire ses recherches sur genre ces protocoles-là, sur ces volts-là. Mais il y a des opportunités qui sont assez intéressantes. Même là, ici, tu vois le Midas. Midas, c'est un vault provider qui tokenise plein de choses et ils ont plein de stratégies. Et ici, la stratégie USD, elle te rapporte 12,37% parce que je suppose qu'elle te donne un levier sur les points et que les gens ils payent pour ça, tu vois. Donc, et tu vois, genre, c'est un volt qui te donne de base 9,26% sur l'USD, je suppose. Et donc, toi, en fait, tu peux très bien prendre l'asset et récupérer 3% d'APY en plus, tu vois. Et après, en fait, là où c'est ultra puissant, c'est que par exemple, toi, si tu veux te garantir du yield, bah en fait, tu vas échanger tes tokens pour des PT. Donc, par exemple, je sais pas, j'ai du SNUSD qui me donne déjà un rendement natif de 12,66%. Et bah après, je peux échanger ces SNUSD que j'ai en PT SNUSD. Et en fait, ce qui est ouf en DeFi, c'est que bah, derrière, tu peux potentiellement utiliser ces PT comme collatéraux sur des money markets. Donc, par exemple, je sais pas où exactement c'est intégré, j'ai pas encore regardé, mais peut-être que c'est sur AAV, peut-être que c'est sur Morpho, peut-être que c'est sur, sur des endroits où tu peux mettre du collatéral et emprunter contre. C'est-à-dire que tu pourrais utiliser ton PT, la valeur de ton PT, elle te sert comme collatéral, et derrière, tu peux emprunter plus d'USD pour le faire et le boucler, tu vois. Et si c'est un asset qui est pas trop risqué, etc., par exemple, le SUSD, enfin, le SUSDE, bah, en fait, c'est pas mal, puisqu'en fait, si toi t'empruntes, je sais pas, à 4-5%, que tu peux utiliser ça en collatéral, etc., bah, genre, tu peux vraiment boucler de malade mental. Et c'est ce qui s'est énormément passé sur l'USDE, le SUSDE, et notamment avec AAV et Plasma, parce que en fait, sur Plasma, ils donnaient des incentives de malade sur AAV, et en plus de ça, ils ont mis le SUSDE et l'USDE sur Plasma. Et du coup, en gros, Plasma, c'est un peu devenu une chaîne où tu peux farmer en boucle des trucs. Un autre truc qui est assez intéressant que moi j'utilise, je vais vous montrer ça à l'écran, c'est Merkle. Je sais plus si j'en avais parlé, mais Merkle, en fait, c'est un outil qui a été build par des Français et qui est utilisé par énormément de protocoles pour distribuer des récompenses et des incentives. Donc, typiquement, tu as un protocole, tu génères un APY, mais tu as envie de donner envie aux gens qui, je sais pas, lend ton token ou qui empruntent ou qui juste hold ton token, d'avoir un rendement supplémentaire, bah, tu peux créer des incentives et les distribuer via Merkle très facilement. Et l'intérêt, c'est que les incentives, donc les récompenses supplémentaires, les boosts d'APY qui sont distribués par Merkle, enfin via Merkle, par ces protocoles-là, c'est transparent. Donc par exemple, ici, je peux regarder genre là où il y a le plus de rewards qui sont distribués par jour. Et donc par exemple, là, je vois que typiquement, genre, il y a Ethena qui, je suppose, distribue pour 92K par jour, tu vois. Mais par contre, ça te force à louper, tu vois. T'as le RLUSD qui distribue pour que tu lend. Et derrière, tu peux voir le rendement du protocole et le rendement supplémentaire donné par Merkle via le protocole qui a décidé de donner, tu vois. Donc, en fait, tu peux voir tous les endroits où il y a des boosts d'APY, des récompenses, etc. Et moi, c'est comme ça que j'ai trouvé des opportunités assez intéressantes où tu peux trouver des APY qui sont boostés et qui sont plus hauts que ce que tu verrais d'habitude, tu vois. Donc voilà, moi je regarde un petit peu tout ça. Ça permet de voir des fois des APY qui sont monstrueux et des choses sur lesquelles on donne des incentives mais que le marché n'a pas forcément encore énormément capturé. Bon, après, vous pouvez filtrer par chain, vous pouvez regarder par les types d'actions, etc. En vrai, moi je trouve ça très très utile de savoir où est-ce que les récompenses sont distribuées et comment essayer d'en profiter au max. Donc je vous mets le lien dans le chat.
Donc voilà. Ok, donc toi tu fais un peu de trading d'un côté, un peu de travail de stablecoin, c'est des recherches perso ou c'est un peu de bouche à oreille aussi pour tout ce qui est Merkle, par exemple? Merkel, en fait, c'est que je build pas mal, donc je sais comment l'écosystème fonctionne davantage. Et du coup, je sais que, tu vois, par exemple, AAV et d'autres, ils passent par Merkel pour refaire leurs incentives. Et maintenant, c'est intégré de tous, hein. Donc pendant très longtemps, tu avais des énormes incentives aussi sur Plasma. Plasma, ils distribuaient genre énormément de cash par jour. C'est ça qui leur a permis de faire exploser leur TVL. Et après quoi? Build par des Français. Bah oui, Merkel, c'est build par des Français, mais en attendant, c'est le truc qui est le plus utilisé en crypto pour la distribution de récompenses. Donc, enfin, là, pour le coup, et c'est même pas un Merkel, de ce que je comprends, ils ont pas forcément de token, ils ont pas quelque chose à te vendre, ils vendent ça en B2B, en fait. C'est les projets qui viennent les voir pour les aider à distribuer techniquement ces récompenses-là. Donc, pour moi, c'est vraiment un top produit, c'est très, très utile, quoi. Très stylé. Mais du coup, tu peux sélectionner les stablecoins et tu peux peut-être trier par APR. Et tu regardes les trucs qui ont de la TVL quand même. Je sais pas, des trucs qui ont, genre, je sais pas, disons, je sais pas. Après, là, c'est vraiment des tout petites TVL, donc c'est sur des trucs qui sont très précis. Mais peut-être tu peux trier par TVL à la place. Et tu vois, si tu regardes en TVL, genre, en fait, il y a énormément de récompenses qui sont distribuées sur Plasma, hein. Genre là, en fait, si tu lends de l'USDT 0 sur AAV sur Plasma, genre, en fait, tu obtiens un rendement. Enfin, de base, ça rapporte pas grand-chose, mais il te donne un yield supplémentaire avec ces récompenses-là, tu vois. Donc après, tu scrolles, tu regardes les TVL et tu regardes s'il y a des choses qui sont assez intéressantes. Mais moi, je trouve ça très utile. Bon, après, c'est un peu niché. Il y a des moments où il y a moins d'incentives. En ce moment, sur le marché, il se passe moins de choses. Donc, il y a sûrement peut-être moins d'incentives ou de choses attrayantes. Mais c'est un bon moyen d'identifier des opportunités. Très, très stylé. Et du coup, je sais pas si vous avez remarqué, l'équipe, c'est pas pour te lancer, mais on n'a quasiment pas parlé d'Hyperliquid dans cette émission. Ça faisait très, 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 très longtemps. On a parlé de la concurrence. Après, on a beaucoup parlé de Lighter les dernières émissions, etc. Et sur HL, il se passe quoi? Moi, j'ai mon dashboard avec les buybacks. Et tu vois, typiquement, on peut voir que niveau buyback, la moyenne 30 jours, elle baisse. Donc, actuellement, les buybacks annualisés, ça représente à peu près genre 500 millions à l'année. Donc, forcément, mécaniquement, le prix baisse parce qu'il y a moins de revenus pour buyback le jeton. Donc, le jeton est moins valorisé. Et en gros, ce qu'il va falloir surveiller, c'est quand justement les revenus vont repartir ou quand il va y avoir un inversement de tendance. Ça va être sûrement un moment intéressant parce qu'en fait, je sais plus où je l'avais mis, mais j'avais superposé voilà, comme ça. J'avais superposé la moyenne des revenus à 30 jours au prix et on peut voir que c'est intimement lié, quoi. C'est vraiment intimement lié. Donc en fait, si tu es capable de voir un retournement du revenu ou de la moyenne du revenu plutôt que les autres, historiquement, ça t'a permis d'avoir de bonnes opportunités ou de bien te placer, en fait. Donc, moi, je trouve ça très, très utile. Après, on peut regarder des moyennes mobiles qui sont plus à court terme, mais elles sont un peu plus... là, elles avaient été un petit peu déformées parce qu'il y avait eu la DL et le 10-10 et ça avait buyback pour 20 millions en une journée. Mais du coup, ça peut être intéressant de suivre tout ça. Ou même typiquement, quand la moyenne de 90 jours, elle sera cross par la moyenne 30 jours, ça montrera qu'il y a un retournement de tendance, tu vois. Le moment où il y a eu une cassure, c'est le moment où, justement, la courbe à 90 jours est passée au-dessus de celle de 30 jours. Donc, tu vois, surveiller ce genre de choses, je pense, c'est très, très utile. Et moi, j'ai mon petit outil pour tout surveiller, donc c'est pas mal utile. Et c'est comme ça que, au final, j'ai pu bien visualiser aussi l'intérêt que ça avait sur Pump. Parce qu'en fait, Pump a juste des buybacks de malade mental, en fait, hein. C'est assez abusé. Typiquement, Pump Fun, sur les 30 derniers jours, c'est 1 million d'achats par jour. Ça fait 385 millions analysés. Ok, donc là, c'est 386 millions annualisés. Si tu regardes Hype, sur les 30 derniers jours, tu es à 493 millions. Donc en soi, c'est pas très proche, mais en termes de valorisation, ça n'a rien à voir. Donc pour moi, c'est ça qui est impressionnant. Et après, du coup, moi, je peux voir tous les buybacks par jour. Tout le monde demande, l'outil n'est pas public, peut-être que Léo le publiera, peut-être que ça sera un sous-domaine Coin Academy, c'est pas décidé en fait. Je pense que pour le moment, il le travaille en fait. Il travaille dessus et puis il verra. Mais j'aimerais bien le compléter plus que ça et faire en sorte qu'il soit... Parce que là, par exemple, tu vois, le prix, il n'est pas récupéré depuis la dernière fois que je l'ai fait, tu vois. Genre, il faut que je regarde tout ça.
Mais C'est ton petit chouchou du moment en side de ton taf. bah, c'est un outil que j'ai bâti pour moi, quoi, et il m'est très utile. Donc, tu vois, typiquement, genre là, les ETF, je regardais, normalement, ils récupèrent les données automatiquement. Là, ils les ont pas récupérées depuis le 2 janvier. Donc, il faut que je corrige tous ces petits trucs et tout. Mais une fois que je corrige et que je suis sûr que ce truc-là, il buggera pas à l'avenir et que voilà, j'arriverai un peu plus à me projeter, je le ferai sûrement. Mais tu vois, par exemple, AAV, sur les 30 derniers jours, 135K d'achats par jour et 49 millions annualisés. Donc c'est et pas mal, pourtant c'est plus valorisé que PumpFun. Hein. AAV c'est 2,5 milliards de market cap. Total, quoi. Pump c'est Ah oui, market cap, même Pump pas c'est FDV, 1,4. ouais. Alors qu'ils ont 10 fois annualisé, ils ont 10 fois les buybacks de AAV PumpFun. Hein. Donc ça crée des asymétries de malade. Et moi j'hésite vraiment à DCA PumpFun et de me faire une petite position tranquille parce Moi que aussi. ils sont assis sur 1 milliard de cash. Les revenus n'ont pas l'air de vraiment faiblir. Et honnêtement, ça me paraît tellement bizarre. Je ne sais pas où est la couille. Parce qu'en fait, les achats, ils sont on-chain. Tu peux les vérifier, moi, de ce que j'ai compris. Si tu vas sur fees.pumpfun, t'as tous les achats là. Et je crois que j'avais réussi à trouver des wallets où il y avait les achats tous les jours, quoi. Mais c'est vrai, ça vient toujours coller à ce 1 million. Peut-être qu'il y a une petite anguille, mais on l'a pas identifié. Peut-être que c'est eux qui distribuent du cash, hein, je sais pas, pour maintenir le token. Je sais pas non plus. On nous demande les actions. Alors effectivement, moi j'ai une question pour toi déjà, Léo. Est-ce que tu as un avis sur Ostium, qui est un DEX plus spécialisé J'ai pas du tout... C'est ça, ouais, je suppose. J'ai pas du tout... En tout cas, c'est beau. C'est stylé. Ouais. Mais j'ai pas du tout testé, honnêtement. Donc, produit dérivé. Mais c'est surtout que le produit a l'air différent. Enfin, moi, je suis déjà allé dessus. C'est moins crypto-natif, en fait. C'est plus autre. Il y a les cryptos. Ouais, mais de ce que je comprends, je suis pas sûr que ça fonctionne avec un order book ou je sais pas, il y a un fonctionnement différent de mémoire. Il y a un truc du style, je crois. Je serais pas capable de te répondre. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui sont très renseignés. Je suis en contact avec eux, au besoin. Si jamais la CEO et un autre FR qui bosse là-bas, je les ai rencontrés. C'était où? C'était à Singapour, je crois. Quelqu'un qui dit comparer PumpFun à AAV, lol. Bah, moi, je compare les revenus, je suis désolé. Hein. Je compare les revenus et les buybacks. Je suis pas en train de dire que AAV, c'est inutile. Évidemment, AAV, c'est un produit, moi, que je trouve infiniment plus utile que PumpFun. Mais nous, aujourd'hui, on est des investisseurs et des spéculateurs. Et on cherche ce qui peut amener de la pression acheteuse à un token. Ça peut être une narrative, ça peut être le fait que les gens pensent que ça va mieux s'apprécier dans le temps, ou ça peut être aussi la pression acheteuse qu'il y a avec les buybacks. Et les buybacks, en soi, c'est la seule garantie et les données visibles qu'on voit en termes de pression acheteuse sur un token. Donc évidemment qu'on va comparer les protocoles entre eux à ce sujet-là. Et factuellement, PumpFun, il buyback pour une valeur 10 fois supérieure à l'année que AAV actuellement. Donc est-ce que AAV rapporte moins d'argent proportionnellement? Oui, parce que AAV a des frais qui sont beaucoup plus faibles. Et en fait, le problème et la force d'AAV, c'est que oui, ils ont énormément de TVL et qu'ils vont rester, etc. Mais par rapport à la TVL, le rendement que ça génère, c'est très faible. C'est très, très faible. Parce qu'en fait, c'est juste qu'ils sont pas comme PumpFun avec des frais à 1% ou des frais exorbitants. Et PumpFun, c'est du trading. Donc, les gens, ils achètent et puis ils vendent, et puis ils achètent et puis ils vendent, et ils se prennent le frais constamment. Donc, en fait, les frais, ils sont tellement élevés que tu n'as pas besoin de beaucoup de volume pour faire beaucoup de revenus. Alors que AAV, ils ont besoin de faire beaucoup d'argent sous gestion et beaucoup de gens qui empruntent pour faire du revenu. Donc, c'est pas... AAV doit se bouger le cul, j'en sais rien. C'est plutôt que mécaniquement, c'est un business qui rapporte moins pour... Mais AAV se bouge le cul. Bien plus loin. Parce que la réalité, en fait, elle est simple. C'est que PumpFun, ils ont un lead sur les meme coins et que pour le moment, les meme coins, ça marche bien. Mais tout ce qui est DeFi, DEX ou SEX, en fait, ils vont au-delà de la crypto. Tu vois, on a vu Coinbase qui propose les stocks. On a Bitpanda, partenaire de cette émission, qui propose les actions depuis très longtemps. On a Binance qui propose les futurs sur actions. On va avoir d'autres exchanges qui vont proposer ce type de produit prochainement. Donc, tu as de plus en plus de exchanges centralisés comme décentralisés qui vont aller sur de la finance traditionnelle. Et AAV, c'est pareil. AAV l'a dit récemment, ils veulent être un petit peu la banque décentralisée et se concentrer de plus en plus sur les real world assets. Donc,
toute une nouvelle typologie de produits qui peuvent générer du rendement. Parce que si il reste sur du rendement en stablecoin, ce ne sera pas suffisant. Voilà. Mais tu vois, typiquement, moi, ce que ça me montrait, c'est qu'annualiser ça buyback sur mon dashboard, ça buyback pour 50 millions. Le revenu annualisé, il est de 87 millions. Mais je vois qu'à chaque fois, tout le monde regarde les fees annualized. Mais les fees annualized de ma compréhension. En fait, la différence entre les fees et les revenus, c'est que, genre, le protocole, il peut prendre des frais, mais il redistribue ses frais à différents acteurs qui interagissent avec la plateforme. Ça peut être des gens qui empruntent, ça peut être des liquidateurs, ça peut être, enfin, j'en sais rien, enfin, je connais pas parfaitement. Mais globalement, c'est ça. En fait, en gros, la différence entre le fee et le revenu, c'est combien ils payent combien ils payent les gens pour utiliser le produit, quoi. Donc, les fees, ils ont 34 milliards de TVL et ils font 87 millions de revenus. Mais, par exemple, tu regardes Hyperliquid, qui est une plateforme de trading, ils ont 4 milliards enfin, en tout cas, là, ils affichent 4 milliards de TVL et en revenus, ils affichent 600 millions. Tu vois, donc, c'est des business models qui sont très différents. C'est ça, les fees, c'est le brut et le revenu, c'est le net pour le protocole, quoi. Donc, tu vois, le Holders Revenue Annualized, il a 11 800 $ sur AAV et sur... putain, ça marche plus. Et sur Hyperliquid, il doit être à 60-70 000 $. Ils bug beaucoup, Donc, leur dashboard d'Ifalium. C'est un enfer. Je sais pas si c'est moi ou pas, en fait. Non, mais des fois, c'est... oui, bah, il veut que je quitte la page, carrément. Ouais. Donc, attends, je vais relancer. Voilà, je vais repartager mon écran. Mais typiquement, voilà, il y a le Holders Revenue Annualized, il est totalement baisé. Donc, bon, ça, c'est foutu. Ouais. Il y a beaucoup de trucs qui sont baisés dessus. Mais voilà, donc en gros, ATV légal, HL fait énormément plus d'argent. Et même avec une TVL infiniment plus petite, ils font toujours plus d'argent. Parce qu'en fait, le trading, c'est le business qui rapporte le plus. Et c'est pour ça que tout le monde se bat pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a autant de pertes d'ex. C'est parce que techniquement, c'est ce qui rapporte le plus en crypto, le trading. Et c'est ce que Binance a compris avec CZ, c'est ce qu'ils ont fait avec Binance Future, c'est ce qu'il y avait avec BitMEX. DYDX ont fait énormément d'argent aussi. Je pense qu'on réalise pas à quel point DYDX, ils ont fait de l'argent. Ils ont tellement fait d'argent. Genre, c'est une dinguerie, genre. Regarde, sur mon site Crypto Buyback, je te le mets dans le chat là de Restream. T'as DYDX et tu le mets sur All Time. DYDX... Attends, je vais mettre ton écran, désolé. Alors, moi, j'ai de noter source d'Ifaliama, 96 millions de revenus all time. Je pense qu'ils ont fait plus. Je pense que la donnée, elle est baisée, ouais. Ouais, ils font plus, parce qu'en 2023-2024, ils faisaient... Attends, je vais te repartager mon écran, ça ne dérange pas. Ouais. Hop. Ouais, la donnée, il me semblait que c'était beaucoup plus. C'était au moins 150. Revenu by chain. Donc là, c'est revenu, hein. C'est revenu. Genre ça montre genre qu'ils faisaient 8 millions de revenus par mois pendant des mois, et après ils ont fait 3-4 millions, tu vois. Donc ils ont fait des centaines de millions de revenus, quoi. Enfin, ils ont fait plus de 100 M de revenus, quoi. Je pense pas que les gens se disent que DYDX ça fait 100-200 M de revenus. Ouais. Et encore, il y a pas tout l'historique, je suppose, parce que c'est 2024, mais le plus gros il a été fait en 2022, 2023, ouais, avec DYDX, ouais. V2, V3, ouais, je sais pas. Et oui, parce que je pense que mon dashboard, il prend pas en compte tout l'antécédent. Ouais. Il doit prendre en compte qu'une partie. Donc ouais, c'est des business models qui sont assez différents. Le casino, c'est ce qui rapporte. Et PumpFun, c'est exactement ça, buy le casino. Bah, c'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui voient Hyperliquid un peu comme un casino d'une certaine manière. Mais en fait, Hyperliquid, il y a autant des gens qui l'utilisent comme casino qu'il y a des professionnels qui se positionnent dessus et qui font pas des choses. Voilà. Mais PumpFun, c'est clair que c'est ce qui se rapproche le plus d'un casino en crypto, quoi. Donc, et c'est très rentable parce qu'ils ont des marges qui sont très élevées et maintenant ils ont un branding fort. Et je pense que la force de PumpFun, c'est surtout qu'ils ont beaucoup de cash de côté. Donc, bon. Bah c'est surtout, c'est un néo-casino. Donc, t'as tout un écosystème qui s'est construit par-dessus, qui est assez unique. Je pense aux terminaux de trading de Memecoin, tu vois, comme Axiom, Terminal, ce genre de choses. C'est ça qui est puissant parce qu'en fait, ça crée des trucs qui sont un peu dégueulasses, hein. Mais t'as des influenceurs qui sont pas doxés, qui vont trader des meme coins en live, qui vont balancer de l'affiliation, tu vas avoir de l'affiliation multiniveau, et en fait c'est un écosystème qui s'entretient aussi. Bah, c'est ce que fait Axiom, c'est ce qu'a fait Photon. Photon, tu sais combien ils ont fait? Moi, j'en parlais avec des potes. Tu penses Photon, ils ont fait combien? 200 M? Je crois que c'est 450. 450, putain, ouais.
Et Axiom, je pense, Quasi le milliard, je crois. Non, je pense pas. Je sais plus. Axiom, moi, je vois 170 millions. Tu vois. Ok, il me semblait beaucoup plus. Axiom. Sur Token Terminal, tu 170 regardes millions. ça Et si je mets Photon, j'ai de la merde ou pas? Photon, peut-être Attends, regarde. Merci à tous ceux qui me suivent sur Twitch, d'ailleurs. Je te partage l'écran là. Tu vas péter un plomb. Q1 2025, Photon, 123 millions. Q4 2024, 137 millions. Aberrant. En 6 mois, ils ont fait 250 millions, 260 millions. Tu vois. Aberrant. En 6 mois. Hein. Et avant, ils avaient déjà et tout. Donc, c'est vraiment. Et tu peux regarder le yearly. Yearly, tu vois, 2024, 250 millions. 2025, 180 millions, en fait. Donc, évidemment, il y a plein de gens qui mangent par-dessus, etc. Mais je pense que les gens ne réalisent pas dans le chat. En fait, pour comprendre un peu le biz, pour ceux qui nous écoutent, en gros, Solana, c'est un écosystème qui se rapproche plus du trading haute fréquence. C'est pas des trading algorithmiques à la nanoseconde comme ça peut être le cas sur le Nasdaq et compagnie. On est bien d'accord. Mais c'est à des années-lumière d'Ethereum. Et donc, soit vous êtes très bon techniquement et vous êtes capable de mettre en place toute une stack technique pour pouvoir vous brancher directement à Solana et trader du meme coin, soit si vous êtes juste trader, vous passez par des terminaux de trading. Pourquoi les gens aujourd'hui utilisent Axiom? Pourquoi ils utilisaient Padre hier? Tous les jours, c'est une dinguerie. C'est parce que, en fait, pour pouvoir trader un meme coin efficacement, vous voulez être capable d'appuyer sur acheter ou d'appuyer sur vendre et vous voulez que ça se fasse le plus vite possible par rapport à la réalité. Parce que si vous avez un décalage avec le marché, vous pouvez perdre énormément d'argent. Et c'est aussi ça que proposent ces terminaux de trading. C'est une très très basse latence. Donc, c'est là où ils ont fait du fric. C'est que c'est un petit peu la plateforme as a service pour faire du trading haute fréquence de meme coin. Tu vois, en 2025, ils ont fait 550 millions. En 2024, ils ont fait 320 millions. PumpFun. Mais il y a des gens qui disent que c'est PumpFun qui domine tout. Mais en fait, PumpFun domine, mais il y a plein de gens qui... Enfin, typiquement, genre, il y a un monde où Photon et Axiom, les gens ont tradé genre, les meme coins de PumpFun dessus. Et au final, ils ont fait même... Genre, enfin, ils ont fait pas autant de revenus, mais ils ont fait genre beaucoup de revenus, en fait. Et en fait, c'est un écosystème. Si tu regardes, si tu ajoutes PumpFun, Photon, Axiom et tous les trucs autour... C'est-à-dire tu te retrouves avec des milliards de dollars qui sont extraits de Solana. Hein. Et ces milliards-là, ils sont sortis des poches des gens qui tradaient sur Solana. Hein. Ça, c'est une dinguerie, genre. Mais c'est un écosystème de trading haute fréquence. Et c'est pour ça d'ailleurs que PumpFun a racheté Padre, Terminal, qui est devenu Terminal, parce qu'ils se sont dit pourquoi je vais laisser les autres manger alors que je peux manger moi. Donc ils ont racheté Padre, ils l'ont rebrand, ensuite ils l'ont incentivisé pour dire venez trader chez moi, potentiellement il y aura l'airdrop plus tard, vous allez manger dessus et tout. Et en plus de ça, les revenus générés sur Padre servent à buyback le jeton Pump. Et du coup, c'est marrant de voir que le token buyback de 2026, c'est 12 millions et le gros protocole revenu, c'est 8,6 millions. Bref, à méditer. Voilà, c'est pour ça que moi, de base, PumpFun, je suis en mode, c'est vraiment de la merde, mais ça fait du cash. Et c'est pas parce que c'est un business que t'aimes pas éthiquement que c'est un mauvais investissement, en fait. C'est deux choses qui sont très différentes, tu vois. Il y a des gens qui font de l'argent en vendant des armes, tu vois. C'est pas un business qui est éthique, mais c'est un business qui apporte énormément. Et je suis pas en train de dire que PumpFun, il vend des armes. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut séparer, genre, ta conscience personnelle et toi en tant qu'investisseur. Et si tu veux être investisseur et ne pas investir sur ces choses-là, c'est totalement normal. Mais c'est pas pour autant que c'est de la merde, quoi. En tout cas, voilà, on aura parlé d'IA, de DEX, de PumpFun. Côté Ethereum, Bitcoin, bon, bah, court terme, c'est stagnant. Voilà, la semaine dernière, c'était plutôt positif. Là, on est un peu dans le rouge. En quelques mots, tu peux nous montrer BTC, comment tu vois les choses, toi, à court terme, peut-être? Pour moi, BTC, on est plus ou moins dans la même situation qu'avant. Hein. On entend que tu... Je suis désolé. Mais BTC, pour moi, c'est la même chose qu'avant, dans le sens où je crois que j'avais fait ça. Ouais. Où, bah, pour moi, en fait, t'es juste dans une sorte de range, quoi. C'est-à-dire que, bah, en fait, on fait que se balader entre les deux. On a pris la liquidité au-dessus. Je crois que c'était Snowball qui disait que, bah, en fait, lui, il préférait qu'on prenne la leak, genre, typiquement, tous ces lots qui attendent ici. Parce qu'en fait, là, je sais pas si on se rend compte, mais ça, c'est pas chassé, 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 pas chassé, pas chassé. Donc, tout ça, là, il y a full stop qui attendent derrière. Au-dessus, ici, d'un point de vue short, allez, à la limite, à très court terme, il y a ça.
mais sinon tout le reste a été chassé en fait. Et c'est pour ça que ça fait extrêmement peur, c'est parce que techniquement tu aurais préféré qu'on chasse ça, qu'on fasse un bottom, qu'on réintègre le range, tu dises ok je buy la réintégration du range, je mets mon stop en dessous et je vise le top et une continuation derrière aussi à la limite, tu vois. Mais le problème c'est qu'une fois que tu as pris la leak ici, bah c'est compliqué d'acheter. Moi ce que j'attends pour acheter typiquement sur BTC, c'est je préfère qu'on refasse une clôture au-dessus et qu'on me dise voilà maintenant ce niveau-là c'est un niveau de support et on est là pour genre faire une vraie leg haussière après avoir une phase de range. Soit c'est on va chasser tous ces lots, genre au moins ici, si ce n'est un peu plus bas. Et ensuite, là, réfléchir à rentrer. Mais genre, là, acheter ici, pour moi, c'est un peu acheter au milieu de nulle part, au milieu d'un range dans lequel j'ai aucune conviction. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, j'achète au milieu de nulle part, là, si j'achète ici. Enfin, c'est possible, hein, et peut-être que à l'avenir, on se dirait que c'était une très bonne opportunité, c'est tout à fait possible. Je critique pas du tout ça. Mais pour moi, c'est juste une consolidation qui dure maintenant depuis 2 mois, quoi. Enfin, depuis 1 mois et demi. Et tout ça conditionne le reste du marché. Et ça crée beaucoup d'incertitudes pour le reste du marché. Parce qu'en fait, techniquement, dans un bull run, t'as BTC qui range et t'as les alts qui s'envoient. Mais là, j'ai l'impression que c'est un moment tellement crucial sur BTC et que sur les alts, il n'y a tellement pas de pression acheteuse que, bah, en fait, c'est juste BTC qui est dans son range. Et une fois qu'il aura décidé, voilà, tu vois. Mais c'est ça. Il y a des moments chiants comme ça. C'est pour ça. Je sais pas, moi en tout cas, ouais, c'est ça. Je tempo. Sur hype, ça fait la gueule. Moi, je suis toujours très majoritairement hors de hype ou couvert. On est dans une zone qui m'intéresse. Comme je vous expliquais, je suis les revenus, etc. Ou une structure, mais pour l'instant, c'est un peu caca. Sachant que on n'a pas chassé ces lots encore ici. Ici, on a tu peux regarder le ticker Monero. Excuse-moi, je te coupe. Monero qui est en ATH actuellement. Ouais, alors attends, j'aimerais juste compléter du coup. Pumpfun, moi je réfléchis à potentiellement DCA, mais un tout petit peu, sur genre des semaines et des semaines et des semaines. Genre peut-être allouer genre 3-4% de mon capital max et genre DCA ça genre sur des semaines. Je réfléchis à ça, je l'ai pas encore fait. Mais je me dis par rapport aux revenus et à tout ce qu'ils préparent et le fait qu'ils aient beaucoup de cash, etc., pourquoi pas. Après, le bear case de ça, c'est si BTC il casse vers le bas et que genre on part en vrai bear market ou que... En fait, Pump Fun, c'est quoi? Pump Fun, c'est beaucoup d'argent quand le marché est euphorique. Donc, quand tu crées de l'incertitude pour le moyen terme sur les cryptos, tu crées de l'incertitude sur le fait, sur la capacité d'échanger de l'argent en fait en crypto. Donc, c'est un peu compliqué de valoriser ça. Sinon, moi, j'ai trouvé, j'en parlais BNB que je trouvais plutôt strong, surtout en comparaison d'un hype ou quoi. Ether, pour moi, c'est un peu la même chose que BTC, enfin, on consolide rien. Et Litecoin, Lighter. Ouais, voilà, bah, les revenus baissent. Ils ont pas beaucoup de trésor et de cash pour buyback. Moi, j'y crois pas, en fait, honnêtement. Genre, j'y crois vraiment pas. Et ce qu'il faut se dire, c'est que... Ouais, non, mais après, si hype baisse et que Lighter aussi, c'est un peu la narrative. Et d'une certaine manière, ce qu'il faut vous dire, c'est que plus Lighter baisse, plus hype baisse, plus la valorisation de vos points baisse, hein, sur XND et tout le reste. Hein. Complètement. Et toi, tu voulais parler de XMR. Monero. Mais XMR, je trouvais ça vraiment clean. Ah bah d'ailleurs, j'avais hésité à en acheter, mais le truc, c'est que tu peux en acheter nulle part, en fait. C'est compliqué. Mais ouais. Si, Kraken. Ouais, il me semble. Je trade même plus sur les exchanges. Binance aussi. Et après, on-chain, bah, il faut que tu ailles sur monero.com et tu fais un swap atomique. C'est pas du spot. Je sais pas. Mais par contre, tu peux faire un swap atomique sur monero.com. Tu échanges un BTC ou un Ether contre du Monero. Bon, en tout cas, moi, mais en fait, le problème, c'est que j'ai tellement peur de flag des adresses ou des trucs de cons à cause d'eux. Ah, ça, c'est un autre sujet. Mais ouais. Genre en spot, c'est dispo nulle part. Enfin, globalement, c'est Kraken, quoi. Mais enfin, moi, j'utilise pas Kraken au quotidien. Enfin, je trade plus sur les exchanges centralisés. Et sur la partie perp, par contre, c'est listé genre sur Binance, sur Bybit, etc. Ouais. Donc, et du coup, fondamentalement, Monero, pour les intéressés, bah, pour moi, c'est mieux que Zcash. Parce que plus d'utilisation. Surtout que la team dev Zcash est partie, je crois. Il y a eu un truc comme ça. Ouais, c'est un espèce de FUD. Parce qu'elle est là quand même. Et bon, bref. C'est juste qu'ils sont partis dans un autre truc. Mais Monero, je préfère. Et accessoirement, bah, y a la géopolitique. Hein. T'as Venezuela et l'Iran. Donc potentiellement, pour de la fuite de capitaux, Monero, c'est pas mal parce que totalement intraçable par rapport à Bitcoin. Alors, on va me dire, oui, mais t'as Lightning sur Bitcoin, c'est difficilement traçable. C'est vrai.
c'est vrai. Mais Monero, c'est un petit peu plus mid-curve pour les gens, donc c'est pas mal. Pas mal du tout. Et je pense que du coup, là, tu as eu le couple, comme tu dis, FUD Zcash, plus Venezuela, plus Iran, bah, c'est un bon moteur pour Monero. Ouais, mais non, mais en fait, je pense que la force de Monero, c'est surtout qu'il est tradable quasiment nulle part, en fait. Il est à part. Ouais. C'est une des crypto-monnaies les plus utiles du monde, hein, après Bitcoin. Hein, pour ceux qui se posent la question, c'est un Bitcoin intraçable, hein, pour faire tricot. C'est bien valo déjà, 9 milliards. Bitcoin intraçable, à la différence que Bitcoin a 21 millions d'unités et que Monero a un supply illimité avec un taux d'inflation sous contrôle, bien sûr, hein, mais t'as pas un nombre fini de Monero. Mais ouais, mais en tout cas, il part en ATH. Pour moi, enfin, je trouve ça intéressant. Je voulais en acheter il y a quelques semaines, mais en fait, je me suis dit qu'il fallait le faire via les dérivés et après, j'ai oublié, je suis passé à autre chose. Mais techniquement, quand je vois une consolidation comme ça depuis des années, là, tout ça, là, tu vois, avec genre le all-time high qui est ici, qu'on est en train de break, je suis en mode intéressant. Donc ouais, je pense que ça va faire partir des choses à regarder. Je vais l'ajouter à ma liste d'ailleurs. Hop. Si vous touchez à Monero, vous allez souiller vos dates. Bah, ça dépend comment tu t'y prends. Il y a plein de façons de faire. Mais via les produits dérivés, tu t'en fous en fait. Genre, c'est pas interdit de trader via les perps. Tu peux trader sur pas mal d'exchanges, du coup, de ce que je vois, Monero, en produits dérivés. Hein. Donc, t'as Binance, t'as Lighter, t'en as pas mal, quoi. Bah écoute, je pense qu'on rentre dans le format, non ? On est pas mal. On n'a pas trop parlé action, mais quand même, c'est pas grave. On peut en parler dans une autre émission. C'était très bien, on a parlé de beaucoup de sujets, j'ai bien kiffé. On va live pas mal cette semaine de mon côté, on va parler plus d'IA, on fera une émission aussi avec Victor Crypto mardi soir, pour parler justement de l'écosystème BitTensor, parce que lui il est à fond sur le sujet. On va parler des différents subnets. Voilà, et puis si vous voulez, on fera des sessions vibe coding, ce genre de trucs. Moi j'apprends, j'ai pas du tout le niveau de Léo, mais c'est stylé, parce que tu vois, je disais, j'apprenais la cybersécurité, donc j'ai fait un peu de Python. Donc déjà, je commence à savoir lire du code Python, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça m'a pas demandé des années et des années, quoi. Faut se poser dessus, faut lire, faut se prendre la tête. Yes. Bah écoutez, merci d'être passé la team. Je pense qu'on refera un point plus stocks et TradFi et tout ça. La prochaine émission, comme disait Capette. Et voilà, en espérant que ça vous ait motivé à diguer un petit peu tout ce qui se passe d'un point de vue IA. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous le font déjà, mais je pense que c'est un bon rappel. Et pour ce qui est du marché crypto, écoutez, faut prendre notre mal en patience et patienter. C'est ça. Il n'y a pas trop de secrets, honnêtement, et pas faire trop de bêtises dans ces périodes-là compliquées, parce que, en fait, vu qu'il se passe pas grand-chose, genre, t'es souvent amené à forcer des trades, ou genre, vouloir trader pour trader, ou faire des choses pour faire des choses. Enfin, c'est pour ça que moi, je me focus sur des stablecoins, etc. Je suis en mode, vas-y, je me garantis un rendement sur du stablecoin. Je sais pas où le marché va, je me prends pas la tête, et puis voilà, quoi. C'est ça. Bah, moi, je suis plutôt en mode qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer Coin Academy potentiellement ? Qu'est-ce qu'on peut faire côté business ? Il y a un biz à build, tu vois, sur un timing, pourquoi pas, accumuler de la connaissance. Merci beaucoup à Bitpanda, encore une fois, de soutenir cette émission. Vous avez dans la description un commentaire épinglé pour ceux qui nous écouteront sur YouTube, le lien pour créer un compte. Donc encore une fois, vous pouvez acheter des cryptos, vous pouvez acheter des actions, vous pouvez acheter des matières premières, des ETF, ce genre de choses. Donc encore une fois, merci. Et on se retrouve cette semaine sur Twitch. Twitch.tv/capettelevray, Twitch.tv/0xpixou. Si jamais tu as envie de te faire une petite session, Léo, de ton côté, n'hésite pas. Merci. Comme d'habitude, ça fait 5 ans qu'on fait cette émission. Vous êtes toujours là, malgré les périodes plus ou moins intéressantes de marché. Et nous, on ne vous lâche pas. On est là tous les dimanches ou les lundis, chaque semaine, sur Twitch, puis sur YouTube, sur la chaîne de Coin Academy. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Capet et Crypto Picsou. Ciao tout le monde. Tchuss.